La femme à la capuche sombre murmura que Lady Juliana avait été retrouvée. Un autre a insisté sur le fait qu'il s'agissait de la sœur cadette de l'archiduc, qui avait disparu depuis longtemps dans la forêt et était considérée comme disparue. La troisième demanda à nouveau avec étonnement, car elle était sûre d'être morte. On lui a conseillé d'être plus prudente et de surveiller ses paroles. La dame devrait être heureuse, car elle la cherche depuis tant d'années. Il faisait nuit devant la fenêtre. La pleine lune se cachait timidement derrière d'épais nuages, ne montrant sa lumière froide qu'un instant dans l'obscurité. Le cocher, vêtu de vêtements sombres, tirait sur les rênes et tenait les chevaux. La voiture noire s'arrêta avec un léger craquement, se dissolvant dans le silence de la nuit. Le silence fut rompu par des pas. Le jeune homme est venu à leur rencontre avec un sourire. Une jeune fille aux cheveux blonds pouvait être vue à travers la fenêtre de la voiture. Il lui prit joyeusement la main et l'aida à sortir de la voiture. Le sourire ne quittait jamais son visage. Un homme grand et blond, entouré de filles aux tenues identiques, accueillit le nouveau venu avec respect. Il la félicitait pour son retour. Une jeune beauté aux cheveux blonds et à la poitrine expressive sortit de la voiture. Son visage restait froid et impénétrable. C'était Lady Juliana. Le jeune homme aux cheveux roux l'accompagna jusqu'à ses appartements. Ouvrant légèrement la porte, il dit que rien n'avait changé ici depuis sa dernière visite. La fille regarda autour d'elle dans la pièce avec excitation, tandis que le gars la quittait déjà. Il a ajouté qu'il se dépêcherait d'aller faire un rapport à sa mère et qu'elle devrait s'installer pour l'instant. Le cœur battait si fort qu'il semblait sur le point d'éclater. Elle se souvenait de toutes les années qui s'étaient écoulées et de la terrible envie qu'elle avait de sentir à nouveau cette odeur. Elle a vu un homme grand et fort à la fenêtre. Quelqu'un a crié « Bianut est sorti !» Pendant ce temps, il enfilait ses vêtements, ce qui provoqua son étonnement. Avec l'homme aux cheveux roux, elle regarda le prêtre asperger d'eau bénite le géant agenouillé. C'était Bianut Beirenhag, son frère et le maître de ces murs. La fille s'est penchée par la fenêtre. Elle pensait que même là où elle était allée auparavant, le nom de l'archiduc Beirenhag était souvent entendu. Pendant ce temps, les filles jetaient des vêtements amples sur l'homme. Elle était sûre d'avoir déjà entendu ce nom. L'homme aux cheveux roux remarqua qu'elle semblait heureuse de voir son frère. La fille frissonna en réponse. Elle a objecté que ce n'était pas le cas. Le gars écouta avec surprise, enroulant une mèche de ses cheveux autour de son doigt, et notant qu'il aimerait croire en sa relation avec Juliana. Il a ajouté que si elle faisait un effort, son frère pourrait devenir son soutien. La fille serra l'ourlet de sa robe et lui demanda à nouveau ce qu'il voulait dire. En riant, le gars a expliqué qu'elle devrait essayer de devenir une vraie petite sœur pour tout le monde. Elle demanda timidement à quel point son Altesse avait besoin de cette même Juliana. Et avec douleur, elle a admis qu'elle n'était plus la même Juliana. C'est juste une femme de ménage d'un bordel. La jeune fille baissa la tête et assura qu'elle ne rêvait que de retourner là d'où elle était partie. Elle était déterminée et essayait de parler avec assurance. Le garçon pensait que la franchise de cette fille était trop grande pour quelqu'un qui avait grandi dans un tel endroit. Soudain, elle éternua, et il sourit. La rousse réalisa à quel point ses origines étaient modestes, et, avec un léger sourire narquois, suggéra qu'elle se repose bien aujourd'hui. En quittant la pièce, le gars lui a souhaité bonne nuit. Le cœur de la jeune fille battait plus vite et ses paumes pressaient le tissu de sa robe à cause des émotions accablantes. L'ourlet de sa robe bruissait doucement tandis qu'elle titubait et s'enfonçait sur le bord du lit. Elle pensait que le voyage était long et très fatigant. Un peu plus tard, sans se déshabiller ni enlever ses chaussures, la fille s'est allongée sur le lit, essayant de se souvenir de la dernière fois où elle avait dormi sur un lit aussi moelleux. Les oiseaux chantaient déjà à l'extérieur de la fenêtre. La porte de la chambre grinça et la fille frissonna, ne réalisant pas immédiatement qu'elle s'était réveillée. Ouvrant ses yeux endormis, elle se souvint qu'hier il partait à la guerre. Il était accompagné de guerriers avec des épées dans un manteau bleu, et c'est alors qu'elle réalisa où elle avait déjà entendu le nom de Bianut Beirenhag. La femme était assise dans le jardin à un bureau, plongée dans l'écriture. Une fille au regard triste courut vers elle et commença à parler doucement du contenu de la lettre. La mère s'est contentée de rire des inquiétudes de sa fille, lui assurant qu'il n'y avait pas de quoi s'inquiéter et que tout irait bien. La fille fit la moue, car sur la feuille de papier il y avait des symboles et des armoiries qui lui étaient incompréhensibles. Cela lui semblait important et dérangeant. La femme la prit dans ses bras et lui dit qu'elle lui révélerait le secret de l'amour. Le sentiment qui brûle la poitrine quand on pense à un être cher. Elle a dit qu'elle avait rêvé que la fille éprouverait également ce sentiment. Elle ouvrit simplement les yeux écarquillés de surprise. La mère a mentionné que c'était la raison pour laquelle son père avait rompu ses fiançailles. La jeune fille a admis qu'elle avait peur du feu, qui peut causer de la douleur.
La femme serra tendrement sa fille dans ses bras, disant que son Krisha était trop vulnérable. C'était la seule période heureuse de sa vie. Elle était alors la princesse de Krandia. Krisha Bénédicte est la deuxième princesse de la lignée royale de Krandia. C'était son vrai nom, que personne ne connaissait. La famille Benoît, qui avait maintenu la paix dans le royaume, tomba sous l'assaut d'une rébellion soudaine et fut presque entièrement détruite. La jeune fille, qui n'avait que 9 ans à l'époque, a miraculeusement réussi à survivre au chaos et au sang de cette terrible nuit. Cependant, sous le nom de Maria, elle se retrouve dans un enfer différent. Ayant repris ses esprits, elle regarda prudemment dans le couloir. Pendant la saison froide, elle transportait l'eau d'un vieux puits, parvenant à peine à porter de lourds seaux. Les engrenages grinçaient à cause de la rouille. Ses doigts étaient gelés et les seaux lui glissèrent des mains. Mais même lorsqu'elle voulait abandonner, il y avait une raison qui la maintenait dans ce monde. Un jour, elle a entendu par hasard une conversation. Parmi les voix rauques, j'ai entendu que quelqu'un cherchait la princesse à cet endroit. Un homme rigola et dit que s'il y avait une princesse dans un tel trou, la première chose qu'il ferait serait de la vendre. La femme qui servait les hommes plaisantait en disant qu'elle devrait faire semblant d'être une princesse. L'homme l'a insultée et a brisé un verre sur le sol. La fille se demandait qui la cherchait. L'homme a demandé quel était le nom du rêveur. Son interlocuteur, s'éclaircissant la gorge, a déclaré qu'il semblait l'avoir vue à la cathédrale de Byrenhag. Il avait alors du mal à se souvenir du nom de Johannes. Le nom était inconnu à la jeune fille, mais elle pensait qu'il pouvait s'agir d'un partisan de la maison Benoît ou d'un parent éloigné. Cependant, ce n'était qu'une rumeur qui fut vite oubliée. Mais pour la fille, cela devint le seul rayon d'espoir et une raison d'accepter l'offre de Stéphane de quitter cet endroit. Les oiseaux gazouillaient joyeusement. La fille, ayant bien dormi, se leva et alla à la fenêtre. 2 oiseaux jaune-vert vifs sautaient devant la vitre. Ce n'est que maintenant qu'elle a remarqué à quel point c'était beau ici. Un insecte léger, presque transparent, s'est posé sur son doigt. Elle considérait cela comme un cadeau du ciel pour tout ce qu'elle avait traversé. Même si ce n'était que pour une courte période, elle voulait vivre pleinement cette vie. On frappa à la porte, interrompant ses pensées. Une jeune servante en robe sombre et tablier blanc apparut sur le seuil. Elle a souhaité bonjour à la dame. La jeune fille se présenta comme étant Belin, et en s'inclinant, annonça qu'à partir de ce jour, elle la servirait, lui assurant qu'elle essaierait de s'occuper d'elle correctement. Une théière et une tasse apparurent bientôt sur la table. La porcelaine tintait doucement dans le silence de la pièce. La servante aida la jeune fille à se déshabiller, dénouant habilement les rubans de sa robe et la baissant. Cela a mis la fille mal à l'aise. Lorsque Belin commença à baisser ses sous-vêtements de ses épaules, la fille frissonna et lui demanda doucement de ne pas continuer, promettant de s'en occuper elle-même. Cela a un peu dérouté la servante. Assise au bord du lit, Belin réalisa soudain qu'elle avait oublié d'apporter de nouveaux vêtements et s'empressa de corriger cela. Restée seule, la blonde rigola doucement. En attendant la servante, la jeune fille décida de s'étirer le dos et se dirigea vers la fenêtre, ouvrant grand le châssis. On frappa à la porte et elle supposa que Béline était revenue. Mais ce n'était autre qu'un jeune homme roux au sourire satisfait qui entra. Il salua chaleureusement Juliana. Il s'est installé près de la fenêtre et a remarqué que le temps était beau aujourd'hui. Il lui a demandé comment elle avait dormi et l'a complimentée. La jeune fille était un peu gênée, et il ajouta qu'une femme comme elle serait précieuse partout et croyait qu'elle réussirait. Le gars a dit que grand-mère s'était déjà réveillée et voulait voir Juliana. En entendant cela, la jeune fille sentit ses joues brûler. Paula Berenhag était un nom dont elle se souvenait de l'époque où elle était princesse. On lui parla alors d'une dame d'apparence faible mais dotée d'un esprit vif. Après la mort de son mari, elle a réussi à protéger sa famille grâce à ses propres efforts. Et maintenant, la fille doutait qu'elle puisse facilement la tromper. Elle comprenait que si quelque chose tournait mal, Paula ne la laisserait guère tranquille. La fille ne savait pas quoi faire ensuite. La femme de chambre apporta 2 valises et un coffre, annonçant joyeusement qu'elle avait apporté de nouvelles tenues pour MLL Juliana. Après avoir posé ses bagages, Belin s'inclina devant M. Stéphane. Il s'approcha rapidement et, ouvrant le coffre, dit que le jaune irait à Juliana, montrant l'une des robes. La femme de chambre s'est excusée pour le retard et a assuré qu'elle avait fini de préparer la maîtresse pour le rendez-vous. Une fille dans une robe jaune éblouissante comme un cygne est apparue derrière l'écran. Son cou était orné de perles et ses cheveux de fleurs décoratives jaunes. Le garçon s'est plaint que sa grand-mère l'attendait et l'a exhorté à se dépêcher. Ils marchèrent dans le long couloir, leurs pas résonnant bruyamment sous les voûtes. Stéphane ouvrit la porte de la pièce avec assurance. Une fille le suivit à l'intérieur.
Le gars a frappé à une autre porte, disant que Juliana était déjà là. Elle pensait avec tristesse qu'elle était condamnée dès que la grand-mère de Juliana découvrirait la vérité. Mais elle comprenait aussi qu'il y aurait un danger si le plan échouait et que Stéphane se mettait en colère. La jeune fille regrettait de ne pas s'être enfuie plus tôt. Mais maintenant, partir était impossible. Elle remarqua que Stéphane lui ordonnait froidement d'entrer dans la pièce. Un frisson parcourut le corps de la jeune fille. Et Stéphane, se penchant vers elle, l'avertit d'une voix calme qu'elle ne devait pas oser faire une seule erreur. Il y avait un silence de mort à l'intérieur de la pièce. La femme âgée et fragile s'est assise dans son lit, soutenue par des oreillers, l'air douloureusement faible. La jeune fille fut d'abord confuse lorsqu'elle la vit, mais elle rassembla rapidement ses pensées, baissa la tête en signe d'inclinaison et lui souhaita formellement le bonjour. Stéphane annonça solennellement qu'il avait amené Juliana, comme il l'avait promis. La femme a demandé sèchement où il l'avait trouvée exactement. Le gars, sans se gêner, a continué à mentir en disant qu'il l'avait trouvée dans une pauvre cabane du duché d'Estour, juste à côté de la forêt de Berenhag, où elle avait autrefois disparu. Les paroles de Stéphane étaient une pure invention. Ni le lieu, ni le gardien, ni même les circonstances de son apparition n'avaient rien à voir avec la vérité. La femme serrait le bord de sa robe sans serrer et parlait avec difficulté à la jeune fille, l'appelant par son nom et cherchant clairement des traits familiers chez elle. L'héroïne entendait cette voix sèche, dénuée d'émotion. Elle a été frappée par la mesure dans laquelle le chagrin avait changé la femme autrefois forte. La fille a essayé d'expliquer quelque chose, mais Stéphane l'a interrompue. Il a rapidement assuré à la femme que la jeune fille avait perdu la mémoire après être tombée de la falaise. Le gars a ajouté que peut-être dans cette maison, ses souvenirs reviendraient. Et il sera là et la soutiendra dans cette période difficile. Paula lui ordonna alors sévèrement de partir. Stéphane se tendit légèrement, mais s'inclina docilement et partit, lançant à la fille un regard expressif. Restée seule, Paula se leva et s'assit sur le bord du lit. Elle a invité la fille à s'approcher et à la regarder droit dans les yeux. La femme remarqua la modestie et la timidité dont faisait preuve la jeune femme, et elle fut surprise d'admettre qu'elle ressemblait vraiment à Juliana. La fille ne comprenait pas comment cela était possible, car elle n'était pas Juliana. Mais elle fit un pas en avant, comme sa sœur aînée le lui avait dit. Paula a posé une question inattendue, à propos de son plat préféré. L'héroïne soupçonnait un piège, décidant que sa grand-mère testait sa mémoire. La fille ressentit des remords. Même si la vérité pouvait lui coûter la vie, elle ne pouvait pas se permettre de ternir la mémoire de Juliana avec un mensonge. La jeune fille répondit alors honnêtement qu'elle adorait les tartes aux fruits depuis son enfance. C'était vrai. Après tout, c'était exactement ce genre de friandise qui la réchauffait toujours quand elle était enfant. Paula a continué son interrogatoire et lui a demandé si elle avait des cicatrices qui pourraient raconter une histoire. La fille secoua la tête en silence. La vieille dame sourit doucement et admit que tant de temps s'était écoulé depuis lors qu'elle-même ne pouvait plus se rappeler si sa petite-fille avait des cicatrices. Cela a même un peu embarrassé la femme. La vraie Juliana a disparu sans laisser de traces. Et si tout est exactement comme ça, alors pourquoi cette fille est-elle apparue ici? Avec ces pensées, elle se leva de table, renversant bruyamment les plats. La blonde ne savait pas quoi répondre. Paula dit pensivement qu'elle doutait de la parenté de la jeune fille. Mais puisque le destin l'avait amenée ici, cela valait la peine d'y regarder de plus près. Elle m'a conseillé de rassembler mes forces. Une semaine entière s'est écoulée, et l'héroïne a vécu comme en captivité. Elle avait besoin de repos pour retrouver la santé et soigner sa peau. Le médecin l'a examinée et a dit qu'il s'agissait d'une dermatite infectieuse. Il a recommandé de passer plus de temps à l'extérieur pour aider la peau à récupérer plus rapidement. La servante reçut cette nouvelle avec joie et suggéra à sa maîtresse d'aller se promener. La fille n'a pas objecté. Plus tard, la blonde marchait lentement dans le jardin sous le soleil éclatant, comme le lui avait conseillé le médecin. Bélin la suivait de près. À un moment donné, la femme de chambre a annoncé qu'ils avaient atteint le but de la promenade. Ils se tenaient sur la rive du lac Berenhag, dont l'eau scintillait sous les rayons du soleil. La jeune fille descendit prudemment les marches jusqu'au bord de l'eau et nota mentalement que s'il y avait un paradis quelque part, il ressemblerait exactement à ça. Un papillon sombre voltait à proximité. Elle se souvint que seules les couleurs vives aidèrent le papillon à se protéger, en se fondant dans les fleurs et le feuillage. Mais ce papillon noir se détachait trop du fond naturel. La fille tendit son doigt, sur lequel un papillon se posa immédiatement. Elle l'a comparé à elle-même, elle aussi remarquable et sans défense. Elle souhaitait que le papillon vive plus longtemps et ne soit pas vu par le prédateur. Mais soudain,
Un bruit étrange l'alerte et elle frissonne. L'insecte s'est immédiatement envolé dans le ciel. La fille se tourna vers la servante avec une question. Belling a suggéré que les portes du domaine avaient peut-être été ouvertes. À ce moment-là, l'héroïne a perdu l'équilibre et est tombée dans l'eau. Elle s'enfonçait de plus en plus profondément dans l'eau. La robe mouillée la tirait vers le bas, libérant de nombreuses bulles d'air entre les plis du tissu. La fille a essayé d'atteindre le fond avec ses pieds, mais en vain. Elle était prise de froid. Elle ne pouvait plus respirer et elle était prête à se résigner jusqu'au bout. Sur le rivage, la servante, remise du choc, cria à l'aide et regarda autour d'elle avec panique. Un cavalier s'approchait rapidement d'eux. Il remarqua les bulles sur l'eau et sauta instantanément de son cheval, plongeant dans le lac. Quelques instants plus tard, la fille mouillée était assise sur le rivage. La lutte sous l'eau lui a laissé peu de force. Il y avait un homme agenouillé à proximité. La servante s'agitait fébrilement, demandant à sa maîtresse si elle était blessée. La fille respirait avec difficulté, mais hocha la tête affirmativement. Elle a remercié l'homme de lui avoir sauvé la vie. Elle tremblait de froid et de choc. L'homme sourit avec bonhomie, notant qu'aucune gratitude n'était requise. L'essentiel est que la fille soit en sécurité. Remarquant son air confus, il s'excusa pour le retard dans sa présentation. Il posa sa main sur sa poitrine et se présenta comme le premier commandant du détachement de Saint-Johannes, nommé Quentin. Avec l'aide de Belin, la fille s'est relevée. Puis un autre cavalier s'approcha d'eux, tout en armure et avec du sang séché sur son visage et ses vêtements. La jeune fille sentit immédiatement la forte odeur de sang provenant de l'homme qui s'approchait. Le commandant se redressa brusquement. La servante se cacha derrière sa maîtresse par peur. La jeune fille, ayant rassemblé son courage, a demandé pardon pour la gêne occasionnée et a exprimé le désir de partir. L'homme lui a demandé son nom. L'héroïne frissonna de surprise. Il a répété la question et elle a répondu que son nom était Juliana. Le chevalier lui jeta un regard attentif. Il a été choqué de rencontrer sa jeune sœur, disparue depuis de nombreuses années. Même dans les coins les plus reculés du champ de bataille, des rumeurs circulaient déjà sur son retour. L'homme a arraché un gant de cuir avec ses dents. Il attrapa brusquement la fille par le menton et fixa son regard perçant sur elle. Elle frissonna involontairement, retenant son souffle de peur. Il avait de longs cils noirs et des yeux expressifs en forme d'amande. Son regard lourd et attentif semblait la brûler de part en part. Stéphane lui a expliqué qu'elle aurait dû être au courant à l'avance pour son frère. Bjanout Berenhag est un homme d'une puissance et d'une force incontestée. Cependant, il a servi l'Église et est resté fidèle au Saint-Temple, évitant les femmes. Cet homme procédait à des exécutions au nom de Dieu et dégageait l'odeur du sang. Malgré la moitié de son visage taché de sang, il était incroyablement attirant. L'homme s'adressa à elle par son nom. Elle recula instinctivement, même si elle-même admit qu'elle ne pouvait pas détacher son regard de lui. Le même papillon noir réapparut, voltant autour de la tête de l'homme au visage ensanglanté. La fille serrait fermement le tissu de sa robe. Elle ne comprenait pas pourquoi son cœur se serrait et tremblait douloureusement. L'homme au manteau bleu a reçu l'ordre de rentrer immédiatement. Il fut le premier à sauter sur son cheval et à se mettre en route. La jeune fille elle-même n'a pas remarqué comment, pendant un instant, elle a succombé à un vain espoir. Avec un homme aussi sévère et puissant, elle pourrait acquérir la force de se venger de ceux qui ont détruit son passé et lui ont tout pris. Cependant, se sentant à nouveau faible, elle laissa les servantes s'approcher d'elle. Ils lui ont demandé avec inquiétude comment elle allait. Elle hocha la tête et demanda à être emmenée dans ses quartiers. Quelques minutes plus tard, la jeune fille marchait le long du chemin du jardin menant à la maison, entourée de servantes attentives. Le chevalier se demanda s'il devait le dire à voix haute, mais la jeune fille lui semblait vraiment extraordinairement belle. Il était sûr que des entremetteurs apparaîtraient bientôt. Il a remarqué qu'elle avait une teinte rouge inhabituelle dans les yeux. La fille était perplexe face à son commentaire. Elle se demandait si la vraie Juliana avait une couleur d'yeux différente. Mais le chevalier continua de sourire, qualifiant ses yeux d'enchanteurs. Plus tard, la fille se reposait déjà dans sa chambre. La femme de chambre était surprise que sa maîtresse ait réussi à nettoyer la salle de bain toute seule. Elle a rappelé que la journée avait été chargée et que son aide ne serait pas de trop. Mais la jeune fille a décliné avec gratitude, notant qu'elle était plus habituée à cette façon de faire. La femme de chambre a demandé si la dame savait que M. Stéphane devait revenir aujourd'hui. Elle lui fit part des troubles dans son marquisat et de son retour prochain. Elle a laissé entendre qu'une décision devait être prise à l'avance. La fille réalisa qu'elle devait se dépêcher avec les préparatifs. Après tout,
Stéphane serait certainement pressé lorsqu'il apprendrait que l'archiduc Barenhag était revenu pour protéger Lady Juliana. Un peu plus tard, la jeune fille était déjà assise sur une chaise moelleuse dans une luxueuse robe écarlate, attendant son invité. La porte s'ouvrit avec fracas. Stéphane, aux cheveux roux, se tenait sur le seuil, souriant largement, saluant sa Juliana. La servante félicita respectueusement le marquis Stéphane pour son retour rapide et réussi, accompagnant cela d'une élégante révérence. Le gars a demandé à les laisser tranquilles, en surveillant les domestiques jusqu'à la porte. Il y avait du silence dans la pièce. Le jeune homme garda son regard fixé sur la jeune fille, ce qui la gêna visiblement. Après une pause, il dit qu'elle était devenue encore plus belle. La fille a répondu que cet endroit était bien meilleur que le précédent. Le gars a noté avec un sourire chaleureux que cela le rendait vraiment heureux. La blonde a mentionné qu'elle avait réussi à rencontrer son Altesse. Stéphane en était déjà conscient et ne cachait pas sa joie. La jeune fille ajouta avec une légère tristesse que l'archiduc, lui semblait-il, n'était pas content de la rencontrer. Le garçon rigola et dit que les chiens se méfiaient souvent des étrangers et que Bianu était le plus redoutable d'entre eux. Notre héroïne ne pouvait comprendre pourquoi le marquis se permettait de dire de telles paroles à l'archiduc Barenhag. Elle remarqua timidement qu'il avait remarqué ses yeux et lui demanda de quelle couleur étaient ceux de Juliana. L'homme aux cheveux roux plissa les yeux et regarda attentivement la fille. Son regard perçant la fit frissonner et grimacer involontairement. Stéphane admit tranquillement que dans le noir, ses yeux lui semblaient bruns. Lui-même était un peu perplexe et y réfléchissait. Se grattant l'arrière de la tête, il dit avec un sourire qu'il n'y avait pas de quoi s'inquiéter et lui assura que tout serait sous contrôle. Il ajouta que lorsque Bianut n'avait que 3 ans, il avait été élevé sous la surveillance d'un archevêque dans un autre district. C'est pourquoi le frère ne pouvait pas être particulièrement proche de Juliana. Selon Stéphane, il était le seul à la traiter comme une vraie sœur. Il a assuré que personne ne douterait de la jeune fille s'il donnait sa parole pour elle. Mais en même temps, il a conseillé de rester loin de Bianut. Elle ne comprenait pas à quel point il était réaliste d'éviter le propriétaire de ce domaine. Après tout, l'archiduc était presque comme un roi dans ces domaines. En regardant le sol, la fille a admis qu'elle pourrait difficilement l'éviter. Stéphane remarqua avec un sourire qu'elle ne pourrait pas non plus l'éviter. Elle n'avait rien à dire en réponse. Elle comprenait que si elle refusait d'aller de l'avant avec son plan, le gars pourrait la tuer à tout moment dans un accès de colère. Après tout, dans les cercles aristocratiques, le meurtre d'une servante qui avait ruiné la robe de sa maîtresse n'était pas considéré comme quelque chose d'extraordinaire. Elle essaya donc d'être reconnaissante que Stéphane soit resté réservé jusqu'à présent. Pendant ce temps, le gars regardait le médaillon. Il lui rappela qu'il l'avait déjà présenté à sa mère et qu'il n'y avait plus de retour en arrière possible. À partir de ce moment-là, elle est Juliana, élevée dans une cabane forestière. Il a franchement admis qu'il voulait que sa mère aille mieux. C'était plus important pour lui que tout au monde. Après la disparition de Juliana, la mère s'est enfermée dans sa chambre et a presque arrêté de manger. À son âge, cela aurait pu conduire à une mort rapide. Mais après l'apparition de la fille, la dame a commencé à revenir progressivement à la vie. Stéphane a clairement indiqué qu'il avait déjà décidé de ce qu'il devait faire ensuite. Le gars a insisté pour qu'elle prouve qu'elle était vraiment Juliana. Après cela, ils lui trouveront un bon parti et organiseront un mariage réussi. La fille serra les lèvres et pensa. Mentir n'était pas toujours mauvais. Mais elle réalisait clairement qu'exposer leur jeu entraînerait des ennuis. Elle avoua discrètement à Stéphane qu'elle doutait du succès de toute l'entreprise. Le gars lui a rappelé le sanctuaire de Barenhag et lui a promis que si elle était obéissante, il répondrait à sa demande. La jeune fille s'est emportée et a insisté pour qu'il tienne d'abord sa promesse. Le gars était amusé par cette impulsion. Soudain, on frappa à la porte. Ils tressaillirent tous les deux, percevant une note d'alarme dans ce son. Béline apparut sur le seuil et, s'excusant de la déranger, dit que la dame voulait voir Juliana. Stéphane hocha la tête, disant à la fille de se dépêcher. La poussant vers la porte, il l'avertit que rater son rôle signifierait la ruiner, elle et lui. Les pas de l'héroïne, accompagnée de la servante, résonnaient dans le couloir. Elle ne pouvait pas chasser de son esprit le regard lourd de sa grand-mère, qui semblait plein de doutes. Béline s'inclina poliment, informant la dame de l'arrivée de Miss Juliana. Et la blonde elle-même n'était pas sûre d'être prête pour une autre rencontre. Une femme âgée vêtue d'une luxueuse robe verte a été autorisée à entrer. Elle sourit et remarqua que c'était le moment idéal pour prendre le thé et demanda une tarte aux fruits. Bientôt, les tasses en porcelaine et la théière étaient déjà posées sur l'élégante table, remplissant la pièce du léger tintement des plats. À travers les barreaux de la fenêtre, la fille remarqua un corbeau qui volait devant la fenêtre.
laissant derrière lui des plumes sombres dans le vent. La dame prit une gorgée de thé et dit qu'après 5 longues années de repos au lit, elle avait récemment ressenti soudainement le besoin de sortir à nouveau. Elle pouvait deviner au visage de la fille ce qu'elle pensait. Après tout, la vie dans la forêt sauvage était dure et laissait des traces. La vieille femme a demandé avec un sourire chaleureux si elle avait réussi à rencontrer Bianut. Juliana hocha la tête. Puis la grand-mère a demandé si le frère reconnaissait sa sœur. La jeune fille a tristement admis que non, même si elle avait l'impression qu'il soupçonnait quelque chose, surtout à cause de ses yeux. Elle a ajouté que le manque de souvenirs l'empêchait de lui réserver un accueil chaleureux. Paula soupira lourdement et dit qu'il y aurait un modeste banquet ce soir-là, pour célébrer le retour sain et sauf de l'archiduc. Elle mentionna l'invitation de leurs parents, le duc d'Auture et son épouse, le marquis Vaillant et son épouse, et d'autres invités de marque. La femme âgée a souligné que Juliana devrait également féliciter son frère personnellement. La fille, cachant sa tristesse, hocha simplement la tête et accepta. Au crépuscule, des carrosses arborant les armoiries des familles nobles s'arrêtaient devant les portes d'entrée. Les invités, les uns après les autres, arrivèrent au château, se préparant pour la soirée en famille et entre amis. L'héroïne était déjà assise dans une robe élégante aux délicates nuances jaunes, et Béline appliquait habilement du blush sur ses joues. La servante a assuré qu'aujourd'hui la maîtresse brillerait et conquérirait tous les invités. La boîte à cosmétiques tremblait dans les mains de Belin, et elle admirait la douceur de la peau de la jeune fille, qui semblait rayonner d'une douce lumière. Notre héroïne se tourna vers la servante, la faisant frissonner. Béline a demandé avec enthousiasme à se regarder dans le miroir. Dans le reflet, la jeune fille vit son visage rose et ne put retenir un sourire gêné. Elle remarqua que les mains de Belin semblèrent faire des miracles, mais elle-même sentit comment ses doigts commencèrent à trembler. Béline a insisté sur le fait que la dame était magnifique. Ses cheveux blonds et sa peau éclatante ne manqueront pas de faire tourner les têtes. Elle a ajouté qu'avant cela, seule son Altesse pouvait briller. La fille haussa les sourcils de surprise. On a frappé à la porte. Ayant reçu la permission, la nouvelle servante entra, souhaitant une bonne soirée à mademoiselle Juliana. Les deux filles regardèrent le nouveau venu avec surprise. Elle s'est présentée avec un sourire chaleureux comme étant la femme de chambre en chef de Laurel. Laurel remarqua avec admiration que Juliana était encore plus belle que ceux qu'on disait d'elle dans le château. La blonde baissa modestement le regard. La femme de chambre a fait remarquer que la dame serait probablement heureuse d'entendre de bonnes nouvelles. Elle l'avertit que le banquet allait commencer et l'invita à la suivre. Dans la salle spacieuse, il y avait 2 longues tables remplies d'invités discutant joyeusement. Des serviteurs se tenaient en service sur les côtés, prêts à servir tout le monde. La porte s'ouvrit avec un léger grincement, et une fille vêtue d'une tenue luxueuse apparut dans l'embrasure de la porte, son visage reflétant une légère tristesse. La salle se figea. Tous les yeux étaient rivés sur elle. Elle vacilla un instant, mais se ressaisit et réprima son excitation avec difficulté. La sueur coulait sur ses tempes à cause de la tension. S'inclinant profondément, elle s'encouragea mentalement à s'asseoir rapidement et à éviter toute attention inutile. L'archiduc, assis à la tête de la table, la regardait avec intérêt, la joue appuyée sur son poing. Il ressentait une étrange excitation intérieure. La jeune fille marchait prudemment dans la salle, essayant de se fondre dans la foule, mais elle sentit le regard de l'archiduc qui ne la lâcha pas. Elle essayait de comprendre s'il recherchait en elle ces traits dont il se souvenait chez sa sœur cadette, disparue depuis de nombreuses années. Soudain, il s'adressa à elle par son nom. La jeune fille frissonna et sentit son cœur se serrer de surprise, mais elle s'empressa de répondre. L'archiduc fit un geste vers la chaise vide à sa gauche. La fille s'approcha lentement et s'assit à côté de lui. Bientôt, Paula entra dans la pièce dans une élégante robe noire et rouge, et avec un chapeau soigné sur ses cheveux clairs. Les invités se levèrent les uns après les autres, saluant la dame avec respect et exprimant leur joie à son apparition. Paula sourit avec réserve et accepta leur salutation d'un léger geste de la main, après quoi elle annonça le début de la célébration. Les invités ont applaudi. La blonde essaya de cacher son excitation et de ne pas prêter attention à Bianut assis à côté d'elle, qui cependant n'essayait pas de la distraire. Paula leva son verre et, avec un clin d'œil malicieux à l'archiduc, dit que le retour de son Altesse était une joie pour toute la famille. La dame a invité Bianut à porter un toast en l'honneur des invités réunis. Il se leva lourdement de sa chaise, la faisant grincer sur le sol, et s'adressa à tout le monde pour saluer. L'archiduc a admis qu'il était heureux de voir tout le monde présent ici. Il a exprimé l'espoir que lors de la prochaine réunion, tout le monde se retrouverait en bonne santé. Les hommes burent leur verre jusqu'au fond, et les dames rirent joyeusement et applaudirent les paroles du toast.
L'archiduc les remercia de leur présence et annonça qu'il était temps de présenter les cadeaux. Stéphane a soutenu le toast en prenant une gorgée de vin. Un panier contenant une paire de petits chiots a été placé sur le tapis. Ils ont dit qu'ils avaient récemment fait irruption dans le palais. C'était une race rare, rarement vue même en dehors du pays. Ils ont rapporté que ces animaux sont de merveilleux compagnons et vous protègent du froid grâce à la chaleur de leur corps. La fille pensait qu'ils étaient merveilleux. Après tout, avant elle n'avait vu que des chiens de chasse. L'archiduc se demandait à qui il pourrait donner ses bébés. Tout le monde attendait avec impatience sa décision. Il tendit lentement la main et sortit un chiot blanc comme neige. Le cœur de la blonde commença à battre plus vite alors qu'elle observait ses actions. Bianut s'est approché et lui a tendu un morceau blanc et duveteux dans les mains. Elle se figea, le regardant avec surprise. L'homme a dit que ce chiot était parfait pour elle. La fille le remercia avec enthousiasme pour le cadeau, serrant fermement le chiot contre elle. Paula sourit malicieusement et approuva son altesse, ajoutant qu'elle et l'animal blanc comme neige étaient tout simplement charmants. Bianut a confirmé à nouveau que ce bébé est comme une partie de la fille. Il la félicita et souhaita que le cadeau lui apporte de la joie. La blonde serra le chiot chaud contre sa poitrine. Bélin s'agitait avec enthousiasme, ne cachant pas ses émotions et qualifiant le chiot de vrai mignon. La fille sentit comment le corps duveteux réchauffait ses paumes. La servante demanda avec hésitation si la maîtresse avait déjà réussi à choisir un nom pour son nouvel animal de compagnie. Le chiot gémit doucement. La fille réfléchit, réalisant que ce cadeau était destiné à une autre personne, la vraie Juliana. Elle hésitait à savoir si elle avait le droit de nommer l'animal. Laissant ses pensées de côté, elle décida que de telles expériences n'étaient pas pour elle. De plus, elle ne savait même pas combien de temps elle pourrait rester dans ce château. Elle souleva le chiot sous ses pattes avant et le regarda avec intérêt, se demandant quel nom pourrait lui convenir. Le chiot a aboyé, provoquant un sourire. Puis elle laissa partir Belin, lui souhaitant de se reposer. La servante s'inclina et partit, laissant sa maîtresse seule avec ses pensées et le chiot. La fille s'est approchée de la fenêtre et s'est assise sur le rebord de la fenêtre. À l'extérieur de la fenêtre, l'obscurité de la nuit s'étendait et un vent violent ébouriffait ses cheveux. Elle ressentit involontairement le désir de chanter. Fermant les yeux, elle commença à chanter une berceuse. Quand la nuit cache les oiseaux et la lumière, que la graine dans le berceau trouve la paix. Elle a chanté ces paroles alors qu'elle était encore en captivité après la rébellion. Le souvenir de mon père mort et de ses soldats remplit à nouveau mon cœur de douleur. Et soudain, en bas, sous les fenêtres, elle aperçut la silhouette d'un homme. En regardant de plus près, elle réalisa avec un souffle coupé qu'il s'agissait de Bianut. La fille glissa du rebord de la fenêtre, s'abaissant prudemment jusqu'au sol, espérant que personne en dessous ne la remarquerait à la fenêtre. Elle pressa sa paume contre ses lèvres, ne sachant pas combien de temps elle aurait pu être observée. Elle se demandait s'il pouvait l'entendre chanter une berceuse. L'embarras la submergea et elle regarda à nouveau prudemment dehors. L'homme est resté debout dans la cour, sans détourner le regard. Se pressant contre le mur, la jeune fille essayait de comprendre pourquoi il était là à ce moment-là. Tout semblait étrange et la mettait mal à l'aise. Elle s'assit sur le sol, se cachant, et l'archiduc resta en place, son regard dirigé dans la direction où la jeune fille se cachait derrière le rideau. La blonde sentit son corps trembler. Elle entendit des pas juste devant sa fenêtre. Lorsque le bruit disparut, elle poussa un soupir de soulagement, pensant que l'homme était parti. De retour au lit, la fille n'a pas pu dormir pendant longtemps. Dans son sommeil, elle se tournait et se retournait, murmurant doucement quelque chose pour elle-même, serrant le bord de la couverture dans ses mains. Elle rêvait de la tour dans laquelle elle était assise lorsqu'elle était enfant. Priant pour la victoire de son père, elle était entourée de murs de pierre froids, se sentant abandonnée. Mais soudain, la peau de mes jambes a commencé à s'assombrir. Elle regarda son pied et reconnut l'ombre même du louveteau qui venait à elle chaque aube. La jeune fille se leva et commença à chanter une mélodie familière, et il semblait que la chanson jaillissait de son âme même. Le louveteau la regarda avec des yeux bleus avant de se transformer en un garçon avec le même regard. Pendant ce temps, le château saluait déjà le matin. Les joyeux trilles des oiseaux résonnaient dans tout le jardin, accueillant le nouveau jour. La servante a aidé la jeune fille à s'habiller, en resserrant soigneusement le lassage dans son dos. L'ourlet de la robe bruissait et le chiot essayait joyeusement de l'attraper avec ses pattes et ses dents. Les deux filles regardèrent fixement l'animal joueur. Bélène a demandé si la dame avait pensé à un nom pour le chiot. L'animal blanc et duveteux semblait étonnamment mignon. Avec des yeux noirs comme des boutons, il ressemblait à un jouet vivant.
La fille n'était toujours pas sûre de donner un nom au chiot, mais j'ai compris qu'il fallait un nom pour le former. Le serrant tendrement contre elle, elle dit doucement « Tia ». Beline demanda à nouveau, et la fille expliqua que le nom signifiait « tendre et fragile ». Elle a décidé que cela conviendrait à la petite créature. La servante murmura que la maîtresse avait sensiblement changé. Elle était devenue plus calme et souriait même parfois, ce qui n'avait pas été remarqué auparavant. La fille, continuant à caresser le chiot, ne comprenait pas de quoi parlait Belin. Elle fut surprise par cette remarque et se mit involontairement à réfléchir. La servante s'excusa maladroitement, se penchant pour ramasser l'arc tombé. Elle était clairement gênée de s'être laissée aller trop loin. La blonde remarqua ce mouvement et sentit son cœur commencer à battre plus vite dans sa poitrine. Belin a dit que la femme de chambre en chef arriverait bientôt. Et madame souhaitait que l'on montre enfin à la dame tout le château, car elle était en voie de guérison. La porte s'ouvrit en grinçant et Laurel apparut sur le seuil. Souriante, elle exprima l'espoir que la dame se reposait bien. Et elle a remarqué qu'aujourd'hui, elle avait l'air particulièrement charmante. La jeune fille salua la femme de chambre et lui souhaita le bonjour. Laurel a dit qu'aujourd'hui, elle ferait une visite du château et que les cours à part entière commenceraient demain. La femme de chambre a annoncé qu'elle étudierait la culture, l'étiquette, les bases de la religion et bien plus encore. Laurel était sûre que la fille aimerait certainement tout cela et lui a suggéré de commencer tout de suite. Le léger claquement des talons pouvait être entendu dans les couloirs du château. La blonde marchait sur le tapis bleu, montant les escaliers, accompagnée de la femme de chambre principale. L'ourlet de sa robe glissait doucement derrière elle. Laurel la conduisit vers un tableau sur le mur et lui dit que c'était un portrait de l'ancien archiduc Waldemar Bärenhag. L'image montrait un homme sévère, puissant et beau. Poursuivant la visite, la servante a également montré un portrait de l'actuel chef de famille. La blonde examina attentivement leurs traits, trouvant une similitude notable entre eux. Laurel a mentionné qu'il y a des bustes de la famille Bärenhag exposés au premier étage de la dépendance, et la place à côté de l'archiduc est vide. Mais elle sera bientôt occupée par une statue de Juliana elle-même. La femme de chambre a dit que le deuxième étage appartenait entièrement à son Altesse. La pièce la plus éloignée au bout du couloir était sa chambre privée, et immédiatement au-delà se trouvait un entrepôt fermé. La jeune fille pensa, pour une raison quelconque, il lui semblait qu'avec le caractère de l'archiduc, il pourrait collectionner quelque chose de sombre, comme des têtes d'animaux trophées, ou, plus effrayant encore, des personnes. Mais après réflexion, elle décida qu'il aurait très bien pu s'agir d'une collection de statues de saints, ceux qui correspondraient également à son image. Laurel a ajouté que personne, à part l'archiduc lui-même, n'y était allé. Même elle, malgré ses longs états de service, n'y avait jamais mis les pieds. Cela a beaucoup surpris la fille. La servante remarqua avec un sourire qu'en 20 ans de travail, elle n'avait même pas entendu la voix de son Altesse, car il était presque inaccessible aux gens ordinaires. La servante en chef ajouta que l'archiduc aimait la peinture, et qu'elle avait vu un jour ses domestiques mélanger des peintures et fabriquer des pinceaux pour lui. La jeune fille se demandait comment lui, avec sa silhouette massive et son apparence effrayante, pouvait peindre. Tout cela lui semblait quelque chose d'inattendu et même d'un peu étrange. Laurel sourit et félicita Miss pour sa diligence et lui demanda si elle avait apprécié la visite. Quand ils ouvrirent légèrement la porte, Stéphane apparut devant eux. Il s'est assis sur le canapé et a joué avec le chiot. La blonde frissonna d'inertie. Le gars a appelé le chiot une créature mignonne et lui a demandé quel nom elle avait décidé de lui donner. Laurel fit une révérence et demanda la permission de partir. Recevant un signe de tête silencieux, la femme de chambre quitta rapidement la pièce, les laissant tous les deux seuls. La fille a dit qu'elle avait donné un nom au chiot, Tia. Stéphane, frottant son nez contre le museau du chien, la salua gentiment et passa à un sujet sérieux. Il a déclaré que l'archiduc soupçonnait que quelque chose n'allait pas et avait déjà envoyé des gens pour enquêter. Le gars a calmement gratté le chiot derrière l'oreille, comme si cela ne le dérangeait pas du tout. Stéphane a ajouté qu'il recherche maintenant le cocher qui les a aidés à s'échapper. Et la femme qui avait donné son nom à la fille a été retrouvée morte. Il lui a demandé ce qu'elle en pensait. La jeune fille chancela à cause de ce qu'elle entendit et fut engourdie par la froideur avec laquelle Stéphane prononça ces mots, comme si c'était quelque chose d'ordinaire. Elle s'agrippa au lourd rideau, tremblante de tout son corps. Avec du mal à contenir ma peur, je lui ai demandé s'il plaisantait et si tout cela était vrai. Stéphane s'approcha d'elle en silence et, posant sa main sur son épaule, la regarda droit dans les yeux, remarquant sa beauté, comme en passant. Il prétendait que tous les hommes la trouveraient attirante, mais cela n'était clairement pas suffisant pour séduire quelqu'un comme Bianut.
La jeune fille lui rappela qu'il avait lui-même déjà parlé de son incapacité à charmer l'archiduc. Le gars a noté qu'il ne pouvait prêter attention qu'au sein sur l'icône. Et il a ajouté que si Bianut avait le moindre doute, son exposition ne serait qu'une question de temps. À ces mots, la blonde déglutit nerveusement. Stéphane passa son doigt sur sa gorge, faisant allusion aux conséquences. La fille tomba à genoux, respirant lourdement. Elle le supplia de ne pas lui causer d'ennui et lui demanda de la laisser retourner là où il l'avait emmenée. Mais il a déclaré sans hésitation qu'elle ne pourrait en aucun cas s'échapper. Le gars a souri et a suggéré que s'il le devait, il la déchirerait en morceaux et la donnerait à manger aux animaux sauvages. Son calme était encore plus effrayant que ses paroles. La jeune fille réalisa avec horreur à quel point il était indifférent à la cruauté. Il parlait du terrible avec la même facilité qu'il parlait du temps. Elle comprenait qu'il était sûr de son impunité. Même si tout est révélé, la faute retombera uniquement sur elle. La fausse Juliana. Soudain, il ajouta avec un sourire qu'il avait lui aussi de bonnes nouvelles. Une faible étincelle d'espoir s'alluma chez la jeune fille. Stéphane rapporta que le cocher qui l'avait amené au château était parti pour un long voyage outre-mer. Et ça ne sert à rien de le chercher. Il lui a rappelé que la seule chose qui lui restait à faire était de bien jouer son rôle et de prier sincèrement pour la santé de Madame Paula. Le gars s'est retourné et a commencé à faire les 100 pas dans la pièce, comme s'il réfléchissait à voix haute. Il a souligné que Paula était la clé du succès de leur entreprise. Il a soutenu que la politique et les guerres sont le lot des hommes. Mais sans une femme au foyer forte et sage, tout dans la maison s'effondrera. Elle doit garder cette famille entre ses mains. La jeune fille comprenait parfaitement que les femmes dans ces familles ne se battaient pas pour le luxe, mais pour le pouvoir et la survie, et il y avait une logique à cela. Elle demanda à Stéphane sans cacher son irritation ce qu'il attendait d'elle ensuite. Stéphane s'approcha lentement et prit son menton dans ses doigts, la regardant profondément dans les yeux, lui demandant si elle était prête à faire l'effort pour eux deux. La blonde détourna simplement le regard en silence. Stéphane sourit et dit que la réponse était claire pour lui. Puis il se détourna et se dirigea vers la fenêtre. Le gars lui a rappelé que si elle décidait de s'enfuir, elle aurait du mal à survivre jusqu'au matin. Et si ses anciens amis souffrent, ce sera entièrement sur sa conscience. Le coucher de soleil se couchait lentement à l'extérieur de la fenêtre. La lisière de la forêt devenait noire, et dans le ciel qui s'assombrissait, des corbeaux tournoyaient en poussant des croassements rauques. La fille était assise sur le sol, le visage enfoui dans le bord du lit. Elle se murmura d'une voix étranglée qu'elle ne pouvait plus supporter cette horreur. Des larmes coulaient sur ses joues, ruisselant sur le sol. Elle sanglotait en silence, incapable d'arrêter le désespoir qui l'envahissait. Plus tard, elle se leva et s'assit sur le bord du lit. À proximité, sur la couverture, le chiot Tia dormait paisiblement, étirant ses pattes et reniflant. Le mouvement maladroit a réveillé le chiot, qui s'est immédiatement redressé et s'est mis à aboyer joyeusement, gémissant pitoyablement d'impatience. La blonde prit le chiot dans ses bras et le serra tendrement dans ses bras. Elle se demandait si le bébé voulait se promener dans le jardin. En entendant un joyeux « ouf », je l'ai pris pour un consentement. Une minute plus tard, elle marchait précipitamment dans le couloir du château, tenant fermement le chiot contre son cœur. En chemin, la jeune fille se demandait pourquoi l'archiduc lui avait donné Tia. Ce comportement lui semblait étrange, car il n'était pas une personne impulsive ou sentimentale. Déjà en marchant le long des marches de pierre du jardin, elle pensait à quel genre de personne était cet homme, et à ceux qui pouvaient se cacher derrière ses actions. Le chiot s'échappa habilement de ses mains, aboya joyeusement et courut le long du chemin. La fille se précipita vers lui, effrayée. Elle appela le chiot par son nom, mais il avait déjà disparu dans les buissons épais, et seul le bruissement des feuilles trahissait sa présence. La fille a donné l'ordre de revenir avec anxiété dans la voix, mais Tia ne s'est pas présentée. Elle jeta un coup d'œil autour du jardin, à la recherche d'une masse blanche comme neige. La blonde ressentit un malaise grandissant, car le jardin était immense et une fois l'obscurité tombée, il serait presque impossible de trouver le chiot. Soudain, elle entendit un bruissement et se figea sur place avec espoir, essayant de distinguer Tia parmi le feuillage. Au lieu d'un chiot, elle vit l'archiduc étendu sur un banc sculpté. Il feuilletait tranquillement un livre à la couverture rouge vif, en croisant les jambes. Son serviteur se tenait à côté de lui, qui, remarquant la jeune fille, la salua poliment en inclinant légèrement la tête. Et la blonde elle-même se figea de confusion. Le gars a joyeusement noté qu'il était heureux de la voir. Il tenait Tia dans ses bras, qu'il tenait soigneusement avant de le placer sur le chemin. Il a libéré le chiot, lui permettant de courir vers son propriétaire. L'animal sauta joyeusement vers la fille. La blonde, s'étant reprise, fit une élégante révérence et, baissant la tête,
s'excusa d'avoir troublé la paix de l'archiduc. L'homme resta silencieux, la regardant. La fille marmonna que la pièce était devenue ennuyeuse. Et Tia tira sur sa botte avec ses dents, provoquant un léger bruit de métal. L'archiduc claqua le livre et lui dit rapidement « Bonjour ». La jeune fille frissonna et s'empressa de l'appeler frère, suivant les règles de l'étiquette. C'était la première fois qu'il s'adressait à elle de manière aussi informelle. Les paroles de Stéphane sur les soupçons de Bianut ont refait surface dans l'esprit de la jeune fille. L'homme remarqua les plaies sur ses jambes et lui fit signe de s'approcher. La fille se contracta à cause du froid et commença à se déplacer d'un pied sur l'autre. Il lui a montré le siège à côté de lui. La fille s'assit sur le bord du banc sans plus attendre. L'archiduc ouvrit à nouveau le livre et continua sa lecture en silence. Le serviteur aux cheveux roux remarqua qu'il faisait assez frais vers le soir et demanda si la dame avait froid. La fille remarqua qu'il faisait effectivement un peu froid. Mais la chaleur du chiot que lui avait donné l'archiduc la réchauffait. Pendant ce temps, l'animal aboyait joyeusement en direction d'un papillon qui passait par là. Le gars a remarqué que la dernière fois, elle avait également observé le papillon avec intérêt. Il était surpris qu'elle apprécie autant ces créatures. La jeune fille, se souvenant de l'incident sur le lac, l'a brièvement confirmé. Cela ne surprit pas le serviteur. Après tout, elle était la sœur de l'archiduc, et son Altesse avait également un faible pour les papillons. La blonde tourna son regard vers la silhouette de Binot, qui était plongée dans sa lecture. Un papillon était posé sereinement sur son épaule, tandis qu'un autre voltait à proximité. Elle se demandait si l'archiduc aimait des créatures aussi minuscules que les papillons, il y avait peut-être quelque chose de doux et d'humain chez lui. Mais soudain, il lui saisit le visage violemment. La jeune fille pensa avec horreur qu'il avait peut-être vérifié la couleur de ses yeux. À l'intérieur, tout était serré par le désir de s'enfuir, mais elle ne savait pas comment l'homme réagirait si elle s'enfuyait soudainement. Elle rêvait que ses yeux seraient comme ceux de la vraie Juliana. Pendant que l'archiduc examinait attentivement les traits de son visage. Lorsqu'il relâcha son menton, il remarqua qu'elle avait de beaux yeux d'une couleur rare. Le serviteur le soutint avec un sourire, lui assurant que les yeux de la jeune fille ressemblaient vraiment à des pierres précieuses. L'archiduc ajouta avec un sourire qu'elles étaient si belles qu'on avait envie de les collectionner. Cette phrase fit froid dans le dos de la jeune fille. Une image terrible traversa l'imagination de la blonde. Un coffre au trésor avec des yeux humains parmi eux. Cette pensée était si effrayante qu'elle avait du mal à respirer. Elle avala la boule avec difficulté. Pendant ce temps, Binut s'est à nouveau absorbé dans la lecture du livre. Perdant tout intérêt pour la fille, sans lever les yeux de son texte, il raconta qu'il l'avait entendue chanter une chanson la nuit précédente. La jeune fille était mentalement étonnée qu'il ait reconnu la grande berceuse qu'elle fredonnait la veille. Pendant ce temps, le chiot aboyait joyeusement et essayait de rattraper le papillon qui planait au-dessus du chemin. L'écorce de Tia fit sursauter l'insecte, et d'un léger mouvement de ses ailes, il s'envola vers les buissons de fleurs de coton les plus proches. La blonde a dit qu'il était temps pour elle et Tia de rentrer, et s'est poliment excusée auprès de l'archiduc pour la gêne occasionnée. Prenant adroitement le chiot dans ses bras, elle fit bruisser son ourlet en s'éloignant du chemin du jardin. Binot l'observa longtemps jusqu'à ce qu'il ferme le livre. Il a remarqué à haute voix que le nom Tia semblait plutôt inhabituel pour un chien. La fille est retournée dans la chambre et a déposé l'animal fatigué sur le lit. Le chiot s'est endormi instantanément, allongé sur l'oreiller. Pendant ce temps, elle pensait aux fleurs qu'elle voyait dans le jardin. Les souvenirs la ramenèrent dans le passé. Elle se souvenait comment, lorsqu'elle était petite, elle marchait à travers les terres du sud sous le soleil éclatant, tenant un parapluie blanc dans ses mains. Mais dès qu'elle a tendu la main vers la fleur duveteuse, sa mère l'a rapidement prise dans ses bras et l'a serrée fort dans ses bras. Et à ce moment-là, le vent emporta le parapluie. La mère expliqua à la fille, de manière stricte mais chaleureuse, qu'il ne fallait pas toucher à ces fleurs. Ils étaient mortels et contenèrent du poison. La jeune fille marchait d'un pas chancelant sur le chemin rocailleux menant à la tanière, portant lourdement un seau d'eau et le déplaçant d'une main à l'autre. Quelque part à proximité, il y avait des sanglots. Les trois femmes étaient assises ensemble, se réconfortant mutuellement. Quelqu'un a demandé s'il y avait des nouvelles de la sœur d'Adriane. La deuxième dit que si elle avait cette fleur blanche, ressemblant au coton, qui poussait à la porte, elle préparerait du poison en le mélangeant avec de la racine d'aconite et du rhum. Elle savait que ce poison tuait douloureusement, corrodant les organes, provoquant la mort des gens dans d'atroces souffrances et les étouffant dans leur propre sang. Avec ce poison, elle pourrait s'échapper d'ici. Laurel, fredonnant une légère mélodie, marchait d'un pas vif dans le couloir du château. Ce pas résonnait avec mesure dans le silence.
Elle ouvrit la porte avec un sourire et, saluant joyeusement sa maîtresse, lui souhaita le bonjour. La fille était assise, silencieuse et sombre. Elle répondit d'un ton nonchalant, l'air malade et fatigué, comme si elle n'avait pas bien dormi. Laurel fut alarmée lorsqu'elle remarqua la pâleur de Miss. Elle craignait qu'il soit arrivé quelque chose à la dame, mais la blonde assura que tout allait bien. Elle n'a tout simplement pas bien dormi et n'a pas assez dormi la nuit dernière. Elle était tourmentée par un rêve terrible dans lequel une silhouette sombre la poursuivait. Elle faisait des cauchemars comme cela à l'époque où elle vivait dans un bordel ou dans une tour. La femme de chambre a demandé s'il valait la peine de reprogrammer les cours. Les cours devaient commencer aujourd'hui, mais la santé est plus importante. La fille y a réfléchi. Elle ne voyait pas l'intérêt de ces leçons. Tout cela était fait pour le bien de sa grand-mère et de Stéphane. Le moment où la vérité éclaterait les attendait. Cependant, elle a dit qu'elle était prête pour les cours. Laurel était vraiment ravie et a relayé les paroles de Madame Paula. Elle l'a invitée à prendre le petit déjeuner. Pendant le petit déjeuner, la noble dame a demandé à la jeune fille si elle aimait la nourriture. La blonde répondit modestement que tout était délicieux. Laurel a dit qu'elle avait apporté sa tarte préférée à la table sur ordre de sa maîtresse. La tarte rose avec son motif tressé était absolument magnifique. L'odeur des produits fraîchement cuits éveilla son appétit, et la jeune fille se retint à peine d'avaler sa salive. Paula remarqua avec un sourire que la jeune fille n'avait pas oublié ses bonnes manières. Elle se souvenait à quel point elle aimait cette tarte quand elle était enfant et la mangeait toujours en dessert. La femme se souvient que le jour de la disparition de Juliana, elle se préparait à aller chasser avec les duchesses dans la forêt de Berenag. Les dames ont ensuite discuté avec animation et ri, appréciant les conversations insouciantes et les blagues spirituelles de chacune. La chasse avait pour but de renforcer les liens entre les dames, et le prix principal était un poulain pur sang. Paula sentit alors de plus en plus clairement qu'elle s'affaiblissait avec les années. Elle voulait montrer qu'elle était encore pleine de force et d'énergie, et elle rêvait de conserver cela le plus longtemps possible. Prenant l'arbalète dans ses mains avec assurance, elle tira habilement la corde de l'arc. Le clic caractéristique du mécanisme se fit entendre. Inspirée par l'idée de réussir parmi ses jeunes rivaux, elle sauta sur son cheval et disparut dans les profondeurs de la forêt. Elle a ordonné que sa petite fille soit confiée aux soins de Nounous. Mais, de retour de la chasse avec 2 cerfs vaincus, Paula n'y trouva pas la jeune fille. Les Nounous se sont précipités à la recherche de Juliana, mais elle semblait avoir disparu. D'abord les Nounous, puis tous les serviteurs du château se précipitèrent pour ratisser la forêt. Paula était douloureusement consciente qu'elle avait commis une erreur fatale en échangeant son enfant contre ses propres ambitions. La femme regarda la fille et lui rappela qu'aujourd'hui était son premier jour d'école. Elle lui a souhaité du succès et lui a dit de ne pas hésiter à demander de l'aide. La jeune fille promit docilement qu'elle ferait un effort. Elle a fait l'éloge de la tarte de sa grand-mère et a dit qu'elle était incroyablement délicieuse, comme si elle avait goûté une telle délicatesse pour la première fois. Elle a ensuite admis qu'elle souhaitait faire une demande. Son rêve était de voir le sanctuaire de Berenhag, un endroit que l'on considérait comme le paradis sur terre. La jeune fille était déterminée à rencontrer Johannes avant que la vérité n'éclate, mais elle doutait que Stéphane tienne parole, et elle craignait le refus de sa grand-mère. Paula a dit que si le Seigneur voulait qu'ils se rencontrent seulement maintenant, alors qu'il en soit ainsi. Elle a accepté d'accompagner sa petite fille au sanctuaire. La fille était heureuse et remercia Paula, mais leur conversation fut interrompue par un coup à la porte. Stéphane apparut sur le seuil. Il s'approcha rapidement et, s'inclinant, annonça que le professeur attendait déjà Juliana. Paula se reprochait d'avoir retardé la jeune fille. Stéphane jeta un rapide coup d'œil à la blonde, et elle baissa les yeux. Elle a remercié sa grand-mère pour une agréable matinée et lui a dit au revoir. Stéphane marchait devant, et la fille le suivait, essayant de suivre. Elle a remarqué que des fleurs de coton blanche fleurissaient également dans la cour. Le gars lui a dit par-dessus son épaule qu'elle commençait à bien s'en sortir. La jeune fille, baissant la tête, s'excusa et se pencha vers les fleurs. Elle cueillit une brindille et la tendit à Stéphane. Après tout, cette fleur symbolisait son rêve secret de liberté. Quelques semaines plus tard, la jeune fille était assise, les jambes allongées sur un pouf moelleux, des bas légers les exposant jusqu'aux genoux. Belin fut heureuse de constater que les cheveux de sa maîtresse étaient devenus plus doux et avaient acquis une brillance saine. Pendant que la servante peignait ses longues boucles blondes, la jeune fille restait pensivement silencieuse. Belin demanda prudemment si les leçons avaient été trop difficiles. La fille secoua la tête. Elle a dit qu'elle réussissait bien dans les cours d'équitation et d'étiquette. Mais c'est la valse qui lui pose le plus de difficultés. Lorsque la jeune fille a rencontré sa grand-mère pour la première fois,
Il lui était difficile de se déplacer dans la pièce. La santé de la femme s'était désormais sensiblement améliorée, et elles se promenaient souvent ensemble dans le jardin. Elle a également remarqué que Belline commençait à sourire plus souvent. Elle était contente que la dame s'entraîne beaucoup et qu'elle s'acquitte désormais nettement mieux de ses tâches. La servante a demandé comment s'était déroulée la promenade d'hier, et s'ils avaient réussi à visiter le sanctuaire de Berenhag comme prévu. En fait, hier, elle et sa grand-mère sont seulement sorties pour rencontrer le sculpteur, et ne sont pas entrées dans le sanctuaire. Paula dit alors qu'elle n'avait pas vu un vieil ami prêtre depuis longtemps. Alors qu'elle s'apprêtait à lui parler, elle a suggéré à sa petite fille de faire une promenade à proximité. La jeune fille a profité du moment et a décidé d'interroger les passants sur un homme nommé Johannes, qui l'intéressait tant. L'un des commerçants a admis qu'il n'avait jamais entendu parler de lui auparavant, mais il a promis de vérifier auprès de son cousin, qui tenait un magasin dans un autre quartier. La jeune fille le remercia pour sa participation, mais ne put toujours rien apprendre de nouveau sur Johannes. Maintenant, elle en parlait à Belin, notant que l'endroit était très beau et que cela valait vraiment la peine d'y retourner. La servante leur demanda avec intérêt s'ils avaient déjà rencontré le sculpteur, et ajouta qu'il y avait des rumeurs à son sujet selon lesquelles il était un très bel homme. La fille y a réfléchi. En fait, elle ne se souvenait pas de son apparence. Elle était trop occupée par ses pensées et sa déception. Et s'il était vraiment beau, elle ne pouvait pas le dire avec certitude. Assise sur le lit, elle a admis qu'elle n'avait pas encore trouvé d'autre moyen de retrouver Johannes. Et puis elle a distraitement admis que le sculpteur était peut-être beau. Belin fut satisfait de cette réponse. Elle a ajouté qu'après son Altesse, il serait probablement difficile pour la dame de trouver quelqu'un d'aussi attirant. La fille remarqua que les domestiques dans le couloir chuchotaient à nouveau. Toute leur conversation se résumait d'une manière ou d'une autre à l'archiduc, depuis qu'elle était apparue dans ce château. Elle comprenait que les rumeurs sur ses pouvoirs et ses talents exceptionnels étaient bien fondées. Belline, à son tour, lui raconta les dernières nouvelles concernant le retour de Binut. Il s'est avéré qu'il était au palais royal de Norbalk la semaine dernière. Mais maintenant, son Altesse est déjà rentrée chez elle. La jeune fille pensait tristement que c'était seulement grâce à son départ qu'elle avait eu l'occasion de reprendre ses esprits au moins un peu. La servante continua à raconter que selon les rumeurs, l'archiduc allait bientôt se marier. Cette nouvelle causa une véritable surprise chez la jeune fille. Belin continua joyeusement. Elle avait entendu dire par d'autres que le roi avait l'intention d'arranger un mariage entre l'archiduc et la princesse aînée du royaume de Brint. La servante a admis que tout le monde était inquiet du fait que son Altesse n'avait pas encore montré d'intérêt pour les dames. Bien qu'il ait souvent combattu, il n'avait pas d'héritier, ce qui inquiétait beaucoup de monde. La jeune fille pensait que les gens comme l'archiduc ou les membres de la famille royale portaient un fardeau de responsabilité correspondant à leur position et à leur richesse. La procréation et la naissance des héritiers figuraient parmi les principales responsabilités. La blonde a demandé s'il y avait une raison particulière à cela. Belline avait l'air gênée. Elle a partagé des rumeurs selon lesquelles il se languissait de sa fiancée, disparue dans son enfance. La fille était surprise qu'il conserve encore son affection. Belline a déclaré que la princesse Brint est désormais à l'étranger et étudie dans un pays de l'Est. Elle reviendra peut-être bientôt, et alors peut-être que le mariage aura lieu. Il y avait aussi des rumeurs sur son incroyable beauté, qui pouvaient étonner n'importe qui. Belin croyait que tout se jouerait au moment où le cœur de la princesse tremblerait. La fille pensait que si Binut se préparait pour le mariage, peut-être qu'il serait distrait et cesserait de douter d'elle ou l'oublierait complètement. Le Chiotia courut joyeusement en aboyant fort. Juliana descendit les escaliers avec lui. Elle avait un cours de dessin aujourd'hui. La fille a salué le professeur avec un sourire. L'homme s'inclina poliment et elle répondit par une révérence parfaite. Le chiot était fatigué et somnolait maintenant sur le sol, les pattes tendues. Pendant ce temps, le professeur a conseillé d'ajouter plus de lumière et d'ombre au dessin. La jeune fille suivit son conseil, pour lequel elle reçut des éloges. Il lui a assuré qu'elle allait vraiment très bien. La jeune fille a fièrement noté que le travail était presque terminé. Mais la nature morte aux pommes, aux raisins et aux fleurs n'était pas encore terminée. Elle a décidé qu'une fois le tableau terminé, elle le donnerait à sa grand-mère. Après tout, elle savait qu'elle aimait beaucoup les pommes. Le professeur a noté avec un sourire que Juliana avait travaillé dur aujourd'hui. La jeune fille était heureuse d'entendre des mots gentils qui lui étaient adressés. Alors qu'elle continuait à travailler sur le projet, elle réfléchissait. Dernièrement, elle a remarqué quelque chose d'autre d'inhabituel. Tout le monde dans le château se déplaçait presque silencieusement. Mais elle pouvait toujours entendre les pas de Stéphane. Et maintenant, les bruits de pas l'alertent à nouveau. L'archiduc entra dans la pièce.
Le professeur retira timidement son chapeau et salua avec enthousiasme son Altesse, qualifiant cela d'honneur. L'homme a dit qu'il apprenait à Mademoiselle Juliana à dessiner. Binette s'est approchée de la fille par derrière et a regardé par-dessus son épaule. Elle serrait l'ourlet de sa robe avec ses mains, essayant de se ressaisir. Puis, se levant, elle salua son frère en s'inclinant. S'inclinant, elle lui demanda comment s'était passé son voyage et attendit une réponse. Le gars avait l'air maussade. Il a remarqué que la fille était toujours là. Il se demandait si c'était son courage ou son authenticité. L'archiduc passa sa main dans les cheveux blonds de la jeune fille. Elle s'est excusée de ne pas l'avoir saluée en apprenant la nouvelle de son retour. Binette a soigneusement étudié le tableau nouvellement terminé de la jeune fille. Le professeur a noté que la dame lui rappelait une dame connue dans les hautes sphères comme une artiste talentueuse. Grâce à cela, la fille avait un sens du goût subtil. L'enseignante lui a suggéré qu'avec de la pratique, elle pourrait atteindre la grandeur. L'archiduc murmura doucement à la jeune fille qu'il parlait de la ressemblance avec sa mère. Et maintenant, il voulait s'en assurer. Son Altesse a exigé qu'elle commence à dessiner immédiatement. Le professeur est intervenu prudemment dans la conversation. Il a expliqué que la jeune fille n'avait pas encore suffisamment de compétences pour peindre des portraits. Mais Binette a insisté sur le fait qu'il était le seul à prendre la décision ici. Juliana était confuse et était sur le point de promettre qu'elle s'entraînerait davantage et donnerait le portrait plus tard. L'archiduc s'installa sur le canapé, plaçant ses mains derrière sa tête. La jeune fille comprit qu'il était peu probable qu'il accepte la persuasion. Juliana a essayé d'expliquer qu'elle n'était pas encore très douée dans ce métier et a demandé un peu de temps pour se préparer. Mais il lui a brièvement dit de dessiner. Et la fille réalisa qu'elle n'avait pas le choix. Il ne me restait plus qu'à essayer de faire un portrait, ou refuser et risquer ma vie. Elle a demandé au professeur d'informer son oncle de ce qui se passait. Il s'empressa de répondre à la demande de la jeune fille. La jeune fille a retiré la nature morte du chevalet et y a attaché une toile propre. Elle essayait de rester calme, se rappelant qu'elle apprenait à dessiner depuis l'âge de 6 ans. Bien qu'elle n'ait pas encore peint de portrait, elle a toujours aimé représenter les yeux. Le crayon a touché la toile et les lignes ont commencé à prendre vie. L'archiduc était allongé sur le canapé et la jeune fille pensait que son regard ressemblait à un océan sans fond. Mais malgré cela, elle n'y ressentait aucune émotion, aucune chaleur, aucune rage, aucune tristesse qui pourrait animer le portrait. La fille se demandait qui il était. Un guerrier cruel dans le sang ou un homme qui aimait les papillons. L'archiduc se tourna vers le mur. La fille s'excusa prudemment, remarquant qu'elle ne pouvait pas voir ses yeux. La jeune fille a insisté sur le fait qu'elle considérait les yeux comme la partie la plus expressive du visage. Le gars lui a demandé pourquoi elle avait cette opinion. Elle hésita légèrement, se souvenant comment, enfant, elle avait vu son frère mourir. Il y avait tellement de peur et de douleur dans ses yeux à ce moment-là. Puis, se cachant sous le canapé, elle retint ses larmes et se couvrit la bouche avec ses mains pour ne pas se trahir en criant. Depuis lors, elle croit que les yeux reflètent l'âme. Elle s'est rendue compte qu'elle en avait trop dit. Binette la regarda intensément et avec tension. Son regard était lourd et perçant. Elle a réalisé qu'elle était une princesse en fuite et une ancienne femme de chambre de bordel qui avait pris la vie de quelqu'un d'autre pour se sauver. Son âme était souillée et ne pouvait être purifiée. Elle a clairement compris que cela ne pouvait pas être changé. On frappa doucement à la porte. La voix de Stéphane se fit entendre derrière la porte, avertissant de son entrée. Juliana regarda autour d'elle avec attention, assise au chevalet. À ce moment-là, Binette se leva du canapé et changea de position pour s'asseoir. Stéphane, souriant largement, s'inclina respectueusement devant son Altesse. Binette a demandé ce qui avait amené son oncle chez eux. Stéphane a dit qu'il avait rencontré un professeur d'art. Il a mentionné le portrait que son frère avait commandé à sa sœur de peindre. Il a insisté sur le fait qu'il ne voulait pas interférer avec leur conversation et a poliment commenté la situation, en regardant attentivement le dessin de la fille. Juliana sentit son cœur battre à tout rompre. Elle avait honte que le portrait soit encore trop brut et inachevé. Stéphane lui toucha l'épaule, remarquant que la fille cherchait toujours sa vocation et n'avait pas atteint le niveau requis. Il justifia Juliana en disant que peu de temps s'était écoulé et qu'elle manquait encore de compétences. Stéphane a dit qu'il serait sage d'attendre que le travail soit terminé, afin de ne pas contrarier son Altesse avec un tableau imparfait. Mais Binette n'a pas attendu. Il prit la toile et la regarda avec un sérieux inattendu, ne cachant pas ses émotions. La jeune fille attendait avec horreur les critiques qui allèrent suivre. Cependant, le gars a noté que le tableau ne représentait pas seulement son apparence. Il a pointé du doigt l'éclat jaune dans la pupille du portrait. Elle ne comprenait pas comment cela était arrivé et était très confuse.
Juliana a admis nerveusement qu'elle n'avait pas fait cela exprès et qu'elle se concentrait sur la transmission de tout ce qu'elle avait vu à ce moment-là. Stéphane a dit avec un sourire joyeux que cela donnait à l'image une étrangeté et une chaleur auxquelles personne n'était habitué. Il a ajouté qu'il avait rarement vu des portraits où son Altesse paraissait si douce et humaine. Mais Binut rétorqua sèchement, disant que son oncle lui rappelait leur père. Stéphane resta silencieux, baissant les yeux. À ce moment-là, le serviteur s'excusa de l'avoir dérangé et rapporta que son Altesse devait partir d'urgence pour le port. L'archiduc jeta un bref coup d'œil à son oncle. Pendant ce temps, Stéphane se dépêcha de conduire la fille hors du hall. En chemin, il murmura à la jeune fille qu'à partir de maintenant, elle devrait éviter Binut de toutes ses forces et ne pas répéter de telles rencontres. Elle se demandait s'il lui demandait trop. Leur conversation semblait ressembler à des scènes d'un bordel où elle était allée autrefois. La seule pensée qui ne la quittait jamais était de quitter les murs de ce domaine le plus rapidement possible et de se libérer. Le gars s'est retourné et a dit qu'il serait bon qu'elle réalise enfin la gravité de la situation et commence à se comporter correctement. Il pensait qu'elle devait lui être reconnaissante de l'avoir tirée du trou sale où elle végétait auparavant. La fille était silencieuse, fixant le sol. Les femmes de ménage rangèrent la chambre. Juliana, en entrant dans la pièce, remarqua Bélin et fut sincèrement heureuse de cette rencontre. Elle a félicité la bonne humeur de la femme de chambre. Elle répondit joyeusement qu'elle était heureuse de revoir sa maîtresse et s'enquit du repas avec Madame Paula. La blonde hocha la tête affirmativement. Elle remarqua immédiatement la nouvelle épingle à cheveux dans les cheveux de Belin et lui demanda quand elle avait réussi à acquérir la décoration. Belin sourit et dit que tout récemment, Monsieur Quentin avait offert un cadeau à chaque servante. Il aurait rencontré les marchands en route vers le port avec son Altesse. Juliana pensait que Quentin était probablement une personne de bonne nature, puisqu'il avait décidé de faire plaisir aux filles avec de tels cadeaux. Béline a ajouté que Quentin avait dit aux servantes que son Altesse avait acquis quelque chose d'inhabituel et de très cher. Il s'est avéré qu'il s'agissait de boucles d'oreilles avec un rubis, écarlate comme le sang d'une colombe. On disait que cette pierre brûlait comme les yeux d'une ancienne sorcière. La fille pensait que la description semblait effrayante, et Bélin continua en racontant une vieille légende. Selon la légende, il était une fois un phénix immortel qui se lassa de la vie éternelle et se transforma en rubis, donnant à son propriétaire la capacité d'éviter la mort. La servante a remarqué que le prix d'une telle pierre était astronomique, et c'est peut-être pour cela que son coût était si élevé. Elle a ajouté que ce rubis valait pas moins de 20 pièces d'or. Bélin a suggéré qu'il aurait pu être acheté pour la princesse du royaume de Brint. Juliana pensait que pour 20 pièces d'or, elle pourrait facilement acheter un petit manoir. Béline a également déclaré qu'il était probable que cette pierre précieuse aurait pu s'ajouter à la collection personnelle de son Altesse. Juliana a alors demandé à la femme de chambre s'il était possible de quitter la résidence sans laisser passer. Elle était confuse et a dit qu'elle n'en était pas sûre, mais qu'elle doutait que ce soit possible. La fille fut conduite par les mains, lui disant que Binut avait découvert sa tromperie et que désormais personne n'avait plus besoin d'elle. Stéphane lui a assuré qu'il la ramènerait là où elle était censée être à l'origine. Juliana les a suppliés d'arrêter avec horreur. Mais à ce moment-là, elle s'est réveillée dans son lit, serrant fermement la couverture dans ses mains. Son visage était rouge et ses yeux remplis de peur, comme si elle voyait un rêve terrible. Lorsque la servante remarqua l'état de sa maîtresse le matin, elle eut peur. Elle s'est inquiétée et a demandé si elle se sentait bien. La fille avait des rêves effrayants, car Stéphane continuait à la traiter durement. Ce cauchemar la laissait brisée. Cependant, la femme de ménage a décidé que la raison était son emploi du temps chargé, car la charge de travail de la jeune fille n'avait augmenté que récemment. Juliana ne savait pas quoi dire en réponse. Elle ne pouvait pas admettre à quel point l'idée d'une possible révélation du secret de son passé la tourmentait. Bélin a dit que le marquis était censé préparer la dame à ses débuts dans la haute société. Les servantes commencèrent également à s'inquiéter. Cela a surpris la fille. La servante a expliqué que cela était dû au fait que la maîtresse avait déjà atteint l'âge du mariage, et qu'il commençait donc à s'inquiéter. Après tout, selon la tradition, une fille noble devait trouver son partenaire après ses débuts. Cela a ouvert des possibilités de mariages avantageux. Juliana a compris que Stéphane était derrière tout ça. Mais je ne comprenais pas pourquoi il entraînerait un imposteur dans la haute société. Après tout, plus elle renforce sa position, plus cela deviendra dangereux pour Stéphane lui-même. Tout semblait étrange. Bélin serra les poings et son corps se tendit. Juliana se souvenait que le jour de sa première rencontre avec elle, la servante tremblait également, surtout avec ses mains. La jeune fille a remercié la femme de chambre pour son inquiétude
mais a dit qu'elle ne voulait pas l'entraîner dans cette histoire. Après tout, Béline aurait pu souffrir avec elle. La servante soupira et joignant les mains dit tendrement « Ah, maîtresse !» Elle était sincèrement touchée et reconnaissante pour la gentillesse de la jeune fille. Juliana était surprise des changements dont elle parlait. Béline s'est immédiatement sentie gênée et a rapidement commencé à s'excuser, disant qu'elle avait simplement laissé échapper cela par accident. La fille dit doucement qu'elle n'avait pas besoin de s'excuser, mais lui demanda d'expliquer exactement ce qui avait changé en elle. La servante se figea et commença à trembler encore plus. La blonde fut surprise par une réaction aussi violente à une simple question et ne put comprendre de quoi exactement elle avait peur. Elle se demandait à quoi ressemblait la vraie Juliana avant sa disparition. C'est peut-être la raison de la peur de la servante. Juliana prit soigneusement les mains de Béline, lui assurant qu'elle ne se souvenait pas de son enfance. Elle a suggéré qu'elle avait peut-être été une mauvaise enfant quand elle était enfant. Des larmes apparurent dans les yeux de Béline. Elle se couvrit le visage de ses mains et se mit à pleurer, demandant pardon à sa maîtresse et lui assurant qu'elle n'avait rien voulu dire par là. La jeune fille rassura doucement la servante en lui disant qu'elle n'était pas en colère. Elle a admis qu'il était important pour elle de découvrir qui était la vraie Juliana, afin de comprendre la raison de toutes ses peurs. Béline a ensuite admis qu'enfant, Juliana aimait chasser les animaux et revenait souvent couverte de sang. La servante a raconté qu'un jour, la fille a trouvé une portée et a brutalement battu tous les chiots à mort avec une matraque. Béline a ajouté que ce n'était qu'une rumeur. Mais il a été dit que Juliana avait un jour poussé une servante dans un puits et qu'elle était morte. Les servantes pensaient que la jeune fille avait été profondément affectée par la mort prématurée de sa mère, due à une pneumonie, et qu'elle se sentait perdue. La jeune fille a également déclenché par inadvertance un incendie dans la grange où dormirent les majordomes. Tous les 5 sont morts dans l'incendie. Béline a déclaré avec tristesse que tout le monde pensait à l'époque qu'il s'agissait simplement de terribles accidents. La jeune fille réalisa que la vérité était pire qu'elle n'aurait pu l'imaginer. Mais l'apparence des gens dans le château ne laissait aucun doute sur elle. Elle réalisa que peut-être l'archiduc lui avait donné le chiot spécifiquement pour tester son comportement. Après tout, si elle avait fait du mal au chiot, cela aurait confirmé les pires craintes concernant le retour de la vieille Juliana. En regardant le chiot endormi, la fille réfléchit sérieusement à la question de savoir si elle devait imiter la cruauté de Juliana pour sa propre sécurité. Elle descendit à la galerie, où tout était calme et désert. La fille comprit qu'elle ne pouvait pas faire une telle chose et nuire à Tia. Elle a assis le chiot sur un banc moelleux et a promis qu'elle ne permettrait plus jamais la violence, même par accident. Béline s'est excusée pour ses paroles et a déclaré qu'elle regrettait d'en avoir trop dit. La jeune fille répondit qu'elle n'avait aucune rancune, mais que maintenant, des pensées encore plus dérangeantes lui traversèrent l'esprit. Béline suggéra alors à la dame d'aller dans un endroit calme, où elle pourrait réfléchir tranquillement à tout ce qui se passait. Bientôt, Juliana marchait le long d'une rangée de statues en plâtre de la famille Berenhag, les étudiant attentivement. Elle se demandait quand sa propre statue apparaîtrait ici. La fille a continué à regarder les sculptures et les peintures. En regardant autour de la galerie spacieuse, elle remarqua qu'il était facile de se cacher ici et de ne pas être vue pendant longtemps. Elle ressentait une paix inhabituelle, un sentiment qu'elle n'avait pas éprouvé depuis longtemps. C'était calme et tranquille ici. Puis elle chanta doucement. « La nuit, quand même les oiseaux dorment, je chéris les graines dans ton berceau, afin qu'elles puissent s'épanouir en de douces louanges. » La chanson a été interrompue lorsque Binut est soudainement apparu derrière l'une des statues. La fille recula, surprise. L'archiduc a dit qu'il s'attendait à la rencontrer ici. Cela a pris la fille par surprise. La blonde pensa avec colère qu'il pouvait faire référence soit à sa présence dans la galerie, soit à sa chanson. L'archiduc lui demanda calmement de chanter à nouveau la berceuse. Cela a surpris la fille. Elle se demandait s'il savait que cette chanson n'était transmise qu'à Grandia, d'où elle provenait, et voulait lui en parler. La fille avait l'impression d'avoir partagé un souvenir d'enfance secret avec le garçon. Ce sentiment lui vint soudainement, provoquant une étrange excitation. Avec difficulté, elle se contrôla, prit une profonde inspiration et se détourna avec un regard boudeur. Elle faisait semblant de ne pas comprendre du tout ce qui se disait. L'archiduc l'étudia si attentivement que la jeune fille eut l'impression que son regard voulait la transpercer. Le lendemain matin, l'héroïne continua à prendre son petit déjeuner avec sa grand-mère et poursuivit ses études. Il semble que l'incident d'hier n'ait eu aucune conséquence. La fille a essayé de comprendre pourquoi la berceuse de Bénédicte provoquait une telle réaction chez Binut. Apparemment, il avait déjà entendu cette chanson quelque part. Béline a demandé à la dame si elle avait réussi à bien dormir.
La jeune fille a souhaité bonjour à la servante avec un sourire et a hoché la tête. On frappa à la porte et la fille laissa entrer. L'homme qui entra la salua et se présenta comme étant Bram, l'intendant de l'archiduc. Pendant que Belling clarifiait la raison de sa visite, Juliana se demandait pourquoi le directeur était venu la voir si tôt ce matin-là. Bram a transmis une invitation de son Altesse à prendre le petit déjeuner ensemble. Belling a expliqué que la dame était malade et a essayé de refuser. Cependant, le directeur a insisté pour que la jeune fille s'explique personnellement auprès de l'archiduc. Et Juliana n'avait pas d'autre choix. Bram la conduisit vers une porte massive aux motifs dorés et aux panneaux élégants, laissant entrevoir la grandeur de cette résidence. Il dit que l'archiduc souhaitait passer le petit déjeuner en silence et avait l'intention de l'accompagner dans son bureau. La jeune fille avait l'impression d'être conduite à un interrogatoire ou à une exécution. Le gérant a ouvert les portes et a annoncé qu'il avait amené Madame Juliana. En s'approchant, la jeune fille s'est excusée discrètement pour son état de santé. Mais l'archiduc lui ordonna calmement de prendre place à la table. Elle baissa les yeux vers le sol et s'assit en face de lui sur le canapé. Il fit un geste vers la nourriture et lui ordonna de commencer le petit déjeuner. La fille sentait qu'elle ne pourrait même pas avaler une bouchée. Son estomac semblait souffrir d'une crampe due à la tension nerveuse. Derrière Binot, sur le mur, étaient accrochés 2 portraits. Un homme qui ressemblait remarquablement à l'archiduc et une femme avec un doux sourire. Juliana a deviné que la dame représentée était sa défunte mère, décédée de maladie. Son visage rayonnait de tendresse. La jeune fille pensait que cette femme avait probablement la même santé fragile que de nombreuses dames nobles. Le deuxième portrait représentait l'ancien archiduc de Bayrenhag, Waldemar, père de Binut, avec lequel il y avait une ressemblance effrayante. La jeune fille se souvint qu'elle avait vu le même portrait dans la galerie du manoir. La ressemblance avec son fils était encore plus frappante. Elle repensa au palais Grandia, où étaient également accrochés les portraits de ses parents. Et les traîtres profitèrent des richesses capturées. Binot a déclaré que c'était le tout premier portrait. Il a ensuite ajouté qu'il lui donnait une autre chance de rester en vie. Il insista pour qu'elle accepte le sort d'une maîtresse à la cour. Sinon, elle risquait de perdre la vie. Il tenait un couteau dans sa main. L'archiduc laissa froidement entendre que sa patience n'était pas infinie. Et il a dit que le cocher avec qui tout a commencé serait bientôt amené. La jeune fille ne comprit pas immédiatement de quel cocher parlait l'archiduc. Mais elle s'est vite rendue compte qu'il parlait de celui qui l'avait amené ici depuis le bordel. Le gars a insisté sur le fait qu'il connaissait toute la vérité. Le majordome lui toucha légèrement l'épaule et dit que c'était suffisant. Binot la remercia pour le petit déjeuner et la laissa partir. La jeune fille entra dans la pièce, se demandant s'il s'agissait vraiment du cocher qui avait traversé la mer. Elle ne comprenait pas comment l'archiduc pouvait le retrouver. Belin courut à leur rencontre. La fille a demandé ce qui s'était passé et pourquoi elle était si pressée. La servante dit que le marquis la cherchait et lui ordonna de venir immédiatement. Notre héroïne a supposé que Stéphane voulait probablement poser des questions sur la rencontre avec l'archiduc. Même si elle n'avait pas la force de communiquer, elle n'avait pas le choix. Belin la conduisit dans l'une des pièces, où Stéphane les attendait déjà. Il se tenait debout, allumant une longue pipe sculptée. L'odeur de fumée de tabac fit grimacer la fille. Elle se couvrit le nez avec sa main, dégoûtée par l'odeur du tabac. Le garçon a dit qu'il était curieux d'entendre parler de son petit déjeuner avec l'archiduc. Il se demandait pourquoi elle n'évitait pas son frère. Il a mentionné avec sarcasme qu'il serait dommage de perdre les compétences qu'elle aurait soi-disant acquises en divertissant les hommes. Le marquis disait que Bianut n'était pas le genre de personne qui pouvait être influencée uniquement par les plaisirs charnels. La fille était mal à l'aise face à la manière méfiante de Stéphane. Plus il la laissait s'approcher, plus cet homme semblait dangereux. Elle se demandait si elle devait lui parler du cocher et de sa connaissance de l'archiduc. Elle avait l'impression qu'il n'était pas quelqu'un en qui elle pouvait avoir confiance. Juliana craignait que si elle partait sans révéler tous les détails, le marquis lui-même deviendrait victime du plan de Binot. Cependant, elle a décidé qu'il valait mieux attendre le moment. Puis la jeune fille dit finalement à Stéphane que l'archiduc avait mentionné le cocher. Le gars la regarda attentivement, lui demandant si Bianut lui avait personnellement dit cela au petit déjeuner. Elle a confirmé que cela avait été dit dans leur conversation. Il semblait que son frère lui donnait vraiment une dernière chance. La fille remarqua comment Stéphane se figea dans ses pensées. Il semblait déjà deviner les intentions de l'archiduc. Le marquis dit que si le cocher était capturé, il serait emmené de l'autre côté du port. Il se frotta le menton avec ses doigts pensivement. L'homme a insisté pour qu'il soit éliminé avant d'être transporté par mer. Il a promis d'envoyer une personne fiable pour cela. La fille lui a demandé de lui trouver un endroit plus sûr.
Stéphane a seulement demandé avec scepticisme combien elle espérait survivre sans ruse. La fausse Juliana se demandait ce qu'elle aurait pu faire d'autre, puisque sa vie ne tenait qu'à un fil. Si son Altesse avait su la vérité, cela lui aurait coûté la vie. Cependant, Stéphane a assuré que la peur se manifesterait exactement comme cela s'il cédait soudainement à la panique et commençait à s'agiter. La fille pensait que le chiot était responsable de tout. Et l'odeur du tabac rendait sa respiration de plus en plus difficile à chaque minute qui passait. Le gars a assuré que des mercenaires seraient sur la garde dans tous les ports et à toutes les frontières. Le cocher est donc condamné, et il a insisté sur le fait qu'après la mort du témoin, elle deviendrait enfin la vraie Juliana. Stéphane a dit que puisqu'il l'avait amenée ici, l'archiduc ne pourrait pas les accuser ouvertement. Et maintenant, il lui ordonna de retourner dans ses appartements. La jeune fille réalisa que ces derniers jours, la paix ne lui était venue qu'une seule fois. Stéphane rapporta alors, en pâlissant, que les choses étaient dans l'impasse avec le cocher. Il a déclaré qu'il était introuvable et que les mercenaires envoyés au port avaient disparu sans laisser de traces. La fille pensait au sort de ces gens. Elle craignait qu'au moment de l'attaque du cocher, l'archiduc lui-même ne puisse les éliminer. Son imagination peignait des images terribles de sa propre mort. Béline entra, souriant chaleureusement et souhaitant le bonjour à la dame. La jeune fille a déclaré qu'elle avait assisté à un service religieux le matin. La blonde l'invita à entrer. Et Tia, remarquant la servante, se précipita joyeusement vers elle pour la saluer. Béline a rapporté qu'elle avait entendu dire que Madame Paula était sortie se promener aujourd'hui. Elle a supposé qu'elle était allée au cimetière, car sa santé s'était sensiblement améliorée. La fille était surprise. La servante ajouta qu'elle ne savait pas qui manquait à Madame, mais que chaque année à cette époque, elle s'y rendait pendant 2 jours et 1 nuit. Belin pensait que la dame âgée recherchait de l'intimité et demanda à ne pas être dérangée. Puis elle lui a rappelé qu'il était temps d'aller en cours et a proposé de raccompagner la dame chez elle. Le professeur de culte a suggéré de faire une pause. La fille soupira simplement profondément, ne cachant pas sa fatigue. À ce moment-là, Binot entra dans la pièce. La fille se demandait pourquoi il était là et si c'était prévu à l'avance. L'archiduc s'approcha d'elle d'un pas assuré. Son visage était sombre, mais soudain une voix masculine le salua. La jeune fille sentit un frisson à l'intérieur. Elle pensait avoir été découverte. Les mots de Stéphane sur le fait que c'était sa faute lui sont venus à l'esprit. Le garçon a dit que l'archiduc n'avait pas pu trouver de cocher pendant longtemps. Et seul le mercenaire de Stéphane a appris la vérité. Binot cherchait à révéler l'identité de la fille. Stéphane se demandait pourquoi il ne posait pas toutes les questions directement. Après tout, son frère aurait pu lui parler personnellement. Il supposait que l'archiduc était peut-être devenu plus tolérant envers l'odeur des femmes comme elle, celles qui vivaient dans un bordel. Le serviteur Quentin rapporta que son Altesse désirait les voir tous les deux. La jeune fille perçut une douceur inhabituelle dans son regard. À ce moment-là, ses yeux étaient pleins de gentillesse. La fille baissa les yeux, embarrassée, et hocha simplement la tête en signe d'accord. Binot était assis sur le canapé avec un visage froid et sévère. Son regard sévère n'était pas de bon augure. Quentin a conduit la fille et Stéphane au propriétaire. Puis il l'assit de force sur ses genoux, la tenant par les épaules. Les mains de la fille reposaient sur le sol. Ses cheveux tombaient sur son visage. Elle avait l'impression de revenir à une réalité familière. Elle ne pouvait que regarder le carrelage en pierre tandis que les hommes la regardaient. Binot lui a demandé si elle avait quelque chose à dire. Stéphane parla le premier, admettant qu'il avait emmené Juliana non pas dans la cabane, mais dans le bordel. Il a insisté sur le fait que l'enfant devant lui était la vraie Juliana. Binot posa silencieusement son épée sur sa gorge, exigeant une réponse. Du sang coulait de sa peau sur le sol. La fille était silencieuse. Seules des larmes coulaient silencieusement sur ses joues. L'archiduc lui demanda qui elle était vraiment. Stéphane est intervenu, disant que n'importe qui pleurerait si une lame était placée sur sa gorge. L'homme aux cheveux roux a ajouté qu'il avait lui-même découvert le remplacement il y a seulement quelques semaines, et qu'il n'avait pas osé révéler immédiatement la vérité. Il a expliqué qu'il avait trop peur pour la santé de sa mère, qui pourrait être très bouleversée. Stéphane a affirmé que le risque d'aggravation de l'état de Paula était inacceptable pour lui et qu'il ne pouvait pas prendre de décision. La fille ne pouvait pas croire à quel point cet homme était éhonté. Pour elle, il était l'incarnation de la méchanceté et de l'immoralité. Elle a décidé que puisqu'elle allait mourir de toute façon, elle essaierait de donner Stéphane. Mais mon cœur souffrait pour ceux qui restaient dans le bordel. Stéphane a insisté sur le fait que la faiblesse deviendrait désormais une excuse pour les ennemis pour détruire leur famille. Il a insisté sur le fait qu'il lui avait donné le rôle de Juliana uniquement pour l'avenir de la famille Berenag.
L'archiduc fut surpris que quelqu'un puisse intercéder en faveur d'une prostituée. Stéphane lui a assuré que la fille n'était pas gourmande. La fille a réalisé son erreur. Si elle avait été plus égoïste, elle aurait peut-être été chassée depuis longtemps. L'homme aux cheveux roux lui conseilla d'épouser quelqu'un d'influent, et si elle désobéissait, de la renvoyer sans pitié. L'archiduc a admis que la jeune fille était plus rusée qu'il ne le pensait. Il lui a ordonné de rester hors de sa vue. La jeune fille n'en croyait pas ses yeux. Elle était restée en vie. Mais soudain, Binot lui ordonna de rester. Quentin prit Stéphane par l'épaule et l'escorta hors de la pièce, les laissant tous les deux seuls. Debout au-dessus d'elle, l'archiduc lui demanda de dire son nom. La fille baissa encore plus la tête de peur. Elle a admis qu'elle n'avait pas de nom. Et dans le bordel, il l'appelait simplement Maria, un nom qui résonnait dans chaque maison. L'archiduc lui demanda comment elle connaissait la berceuse. La fille répondit qu'elle l'avait entendue une fois dans un bordel. Le gars retenait sa rage, son visage est devenu violet. Il attrapa la fille par le cou en grognant furieusement. Sa folie était due à l'idée que cette chanson pouvait être chantée par des femmes dans des bordels. Elle ne comprenait pas pourquoi cette chanson lui était si chère. Pourquoi ne pouvait-il pas croire que de telles mélodies pouvaient être entendues même dans un bordel? Et quelle signification avait cette chanson pour lui? L'archiduc a dit qu'il avait une raison de la laisser vivre. Elle continua à s'étouffer dans son emprise, pensant qu'il ne pouvait la laisser en vie que pour le bien de ses plans contre Stéphane. Agenouillée, la fille leva les yeux vers le gars. Elle a déclaré qu'elle aimerait quitter cette maison le plus tôt possible. Elle a dit qu'elle n'avait jamais voulu être une aristocrate. Mais elle était sûre qu'il y avait du travail à accomplir en dehors de ces murs. La jeune fille lui assura que s'il lui permettait de partir et de vivre la vie d'un paysan ordinaire, elle lui serait éternellement reconnaissante pour cette chance. Elle se dit qu'elle devait rester en vie pour retrouver Johannes, le seul qui avait trouvé Bénédicte. L'archiduc demanda à nouveau qu'elle voulait être juste une simple femme qui n'avait rien d'autre que son propre corps. Elle enfouit son visage dans le sol et répéta qu'elle ne voulait qu'une seule chose, vivre. Même si elle doit se battre pour cela tous les jours. Il a exigé qu'elle le regarde dans les yeux et lui prouve qu'elle voulait vivre. La fille répondit qu'elle devait absolument rencontrer l'homme. Binot a promis qu'il le trouverait pour elle. Mais en retour, il a exigé d'elle l'évidence, se tapotant la cuisse de manière significative et souriant. Il a assuré que pour une fille avec un tel passé, cela ne serait pas difficile. Effrayée, elle a admis qu'elle ne pouvait pas faire une telle chose. L'archiduc fut surpris et moqueur, car dans le passé, elle avait géré cela facilement. Il lui a suggéré de ne pas craquer et d'accepter. Elle a insisté sur le fait qu'il valait mieux mourir que de se vendre. Bien qu'au fond d'elle-même, elle rêvait désespérément de survivre et d'être aimée un jour. La jeune fille se souvint des câlins de sa mère et réalisa qu'elle n'était pas prête à mourir. Elle ne pouvait pas accepter la mort, même si elle détestait les deux hommes. Elle voulait qu'un sourire éclatant reste sur son visage même après la mort. Il était important pour elle de repartir avec ce sentiment. Elle croyait que si elle était libre, elle pourrait faire face à tout. Mais maintenant, elle comprenait que cette vie ne signifiait plus rien pour elle. Elle répéta encore qu'il valait mieux pour elle mourir que de se soumettre. L'archiduc a décidé qu'elle était simplement timide. La fille hocha la tête. Il a résumé qu'il avait deviné juste. Elle connaissait sa place. Et il la remercia pour cette conversation. Peut-être à cause du choc qui s'est produit, qui ressemblait à une tempête, la jeune fille a souffert de fortes douleurs pendant 3 jours. Après avoir ressenti de la fièvre et de la faiblesse, elle a fait un rêve sur son enfance. C'était comme si elle se retrouvait à nouveau sur le sol en pierre nue de la tour, où après avoir vu ses parents décapités, elle chantait sans relâche jour et nuit. Après 3 jours, des signes de déshydratation sont apparus. Plus ses cordes vocales s'affaiblissaient, plus les larmes coulaient fort sur ses joues sales. La jeune fille rêvait de mourir rapidement et de se retrouver à nouveau dans les bras de ses parents. Le pain sur le sol était moisi, et même les souris le mangeaient. Ainsi, les nouveaux jours s'éternisèrent. Elle était allongée, épuisée, sur les pierres froides quand soudain un rayon de soleil éclatant traversa la petite fenêtre. La fille ne quitta pas cette lumière des yeux. Quand elle pensait au désespoir, il n'y avait que l'obscurité autour d'elle. Mais maintenant, elle était curieuse de savoir pourquoi la lumière du soleil était arrivée ici. Elle tira une chaise branlante, se tint debout avec difficulté sur le dossier, et regarda par la petite fenêtre. La lumière vive aveuglait douloureusement ses yeux, habituée à l'obscurité. Soudain, quelque chose la frappa violemment à la tempe. La fille a failli tomber, parvenant à peine à garder son équilibre sur le support peu fiable. Avec du mal à reprendre son souffle, elle décida de regarder à nouveau. Et j'ai vu un garçon en bas avec une pierre dans sa main. Il la regarda d'un air maussade et triste.
C'était un garçon aux cheveux noirs à peu près de son âge. Ses yeux bleus semblaient sombres et méfiants. Il balança brusquement son bras et jeta le caillou qu'il venait de serrer dans sa paume. La fille se pressa contre le rebord de la fenêtre en pierre. Il lui semblait que cette fois, il visait directement son visage. Elle se laissa glisser et, se pressant contre le mur, s'assit sur le sol froid, recroquevillée en boule. Plusieurs autres pierres sont tombées à proximité. Ces pierres lui ont fait penser qu'il pourrait s'agir de quelqu'un du clan Tarilucci. Peut-être qu'elle a pleuré trop fort et que la mort de ses parents ne l'a pas laissée en paix. Rassemblant les pierres dans ses paumes, elle ressentit soudain une vague de colère. Elle est remontée jusqu'à la fenêtre et a commencé à les lancer sur le garçon de toutes ses forces. Bientôt, une grêle de pierres commença à voler les unes après les autres. La fille se sentait protégée derrière les murs de pierre et n'avait pas peur. Malgré les coups, le garçon est resté debout. Et à un moment donné, la fille s'est fatiguée et s'est endormie directement sur le sol froid. En se réveillant le matin, elle se réprimandait pour le mal qu'elle pouvait causer à l'enfant. Elle avait honte de son comportement. La fille supposait qu'il reviendrait à la tour. Lorsque la lumière est revenue par la fenêtre, elle a remarqué de la nourriture et un jouet sur la chaise. Le faisceau de lumière continuait de briller à travers la fenêtre, illuminant le pain, le fromage, la boisson et les bonbons. La fille ne comprenait pas d'où venait tout cela. Le même garçon qui lui avait jeté des pierres hier jouait avec une épée sous la fenêtre. La fille le regarda prudemment d'en haut, n'osant pas crier. Elle pensait qu'il ressemblait à un papillon noir perdu. Le garçon se tenait dans une position concentrée, tenant une épée dans ses mains. Elle pensait que c'était stupide d'essayer de s'épanouir dans ce pays sombre et lugubre. Dans son sommeil, elle entendit une voix lui demander si elle était réveillée. Quand elle se réveilla, elle vit Stéphane assis sur le bord du lit, à moitié tourné vers elle. La fille a essayé d'expliquer qu'elle était restée allongée là si longtemps contre sa volonté. Et avec effort, elle essaya de se lever sur le lit. Stéphane lui a dit de s'habituer à l'appeler oncle. Et il lui a demandé si elle pensait que le destin lui-même était de son côté. Voyant la confusion dans ses yeux, il expliqua qu'il faisait référence à la miséricorde que Binette lui avait montrée. La jeune fille a admis qu'elle avait été sûre plus d'une fois qu'elle ne survivrait pas aux rencontres avec l'archiduc, surtout après son départ. Stéphane a supposé que tout cela était une question de saute d'humeur. Mais il soupçonnait également que Binette lui avait donné pour mission de le suivre. Elle pensait que si l'archiduc avait réellement proposé une telle chose, elle n'aurait pas refusé. Mais elle a dit que Binette appréciait simplement sa lutte pour survivre. Stéphane pensait qu'il y avait une raison à cela. Il la félicita et fit remarquer que Binette ne déshonorerait pas la famille pour laquelle l'archiduc précédent avait donné sa vie. Il a assuré que personne en dehors de la famille ne connaîtrait ses véritables origines. Et elle peut se réjouir, car elle épousera un homme noble. Stéphane a dit qu'avec le temps, la fille serait capable de faire tout ce qu'elle voulait. Mais elle lui rappelait le stigmate du bordel sur son corps. Le gars lui a assuré que son futur mari ne comprendrait pas de quel genre de cicatrice il s'agissait. Et s'il devine, ils lui raconteront comment ils ont essayé de le vendre. Stéphane a ajouté que si elle décidait de s'enfuir, elle pourrait être capturée par des bandits dans la forêt sous la montagne. Et puis elle devra souffrir encore plus. Il a prévenu qu'après les violences, elle devrait donner naissance à un enfant après l'autre, comme du bétail. Elle devait donc se comporter correctement. La fille pensait qu'il était encore plus dur que tout le bordel réuni. Après tout, il a menacé de le faire personnellement. Stéphane a annoncé que son entraînement reprendrait, et aussi que bientôt elles inviteront des amis et l'homme qui deviendra son mari. Dès qu'il est parti, la fille a immédiatement appelé Belin. La servante raconta tout ce qui s'était passé dans le manoir ces derniers jours. Belin a raconté une rumeur selon laquelle Madame Paula aurait rencontré l'archevêque. Et tout le monde parlait de l'arrivée imminente de l'homme qui deviendrait le mari de Juliana. La jeune fille était assise avec une tasse de thé que la servante lui avait récemment servie avec attention. La boisson sucrée et aromatique lui a remonté un peu le moral et a amélioré son bien-être. Alors qu'elle marchait dans le couloir, elle réfléchissait à son plan d'action. Elle a décidé que lorsque les amis de Juliana arriveraient, elle devrait demander à aller au magasin d'art afin de pouvoir continuer sa recherche de Johannes. Quentin sortit à sa rencontre et l'informa que son Altesse désirait la voir. La jeune fille tenait dans ses mains un cerceau avec un travail inachevé, assurant qu'elle se dirigeait vers un cours de broderie qui était sur le point de commencer. Mais la servante, sans hésiter, lui arracha le métier à broder des mains, en disant qu'il valait mieux ne pas faire attendre son Altesse. La fille a essayé de l'arrêter car c'était une broderie pour sa grand-mère. Cependant, le gars est parti sans prêter attention à ses paroles. Binette les attendait déjà dans le jardin avec un livre dans les mains. La jeune fille salua Sa Majesté, ne sachant pas comment se comporter.
L'archiduc la corrigea brièvement. Frère. Elle s'est également rétablie et a déclaré qu'elle aurait dû être en classe. L'homme a remarqué que son oncle avait apparemment changé son emploi du temps. La fille se figea de confusion, ne comprenant pas comment il avait pu savoir que Stéphane préparait quelque chose. L'archiduc jeta un coup d'œil à la jeune fille et mentionna l'arrivée d'un certain Dirk. La fille ne savait pas qui c'était et a demandé. Binot a expliqué que Dirk était l'ami d'enfance de Juliana et celui qu'elle épouserait. La fille se souvint que Stéphane avait également parlé de cela aujourd'hui. Elle se demandait quelles étaient les intentions de Binot à cet égard et ce qu'il pensait vraiment. Elle voulait savoir si elle devait. Mais il l'interrompit d'un « oui » bref et sans ambiguïté. La jeune fille pensait que la famille Byron-Hag avait manifestement choisi un marié pour elle, en se basant uniquement sur leurs propres calculs. Ils sont probablement tous les mêmes que Stéphane et Binot. Un papillon noir a clignoté à proximité. Elle a dit qu'elle aimait les papillons comme ça, et qu'elle se souvenait d'un homme du passé. Puis elle a demandé si son frère les aimait aussi. L'homme répondit évasivement. « Qui sait ?» La fille était surprise, après tout. Des papillons tournaient toujours autour de lui. Binot a dit que les papillons et les fleurs sont beaux. À ce moment-là, on était déjà assis sur son doigt. Soudain, il attrapa l'insecte et ajouta que la cupidité avait toujours un prix. Son regard était froid et prédateur. La fille se sentait confuse et effrayée. Elle ne s'attendait pas à une telle réaction. Pendant ce temps, l'archiduc enveloppait soigneusement le papillon dans un tissu rouge. La jeune fille s'est rendue compte qu'il n'était intéressé ni par les promenades ni par les collections. Il jouait simplement avec elle à un jeu cruel et étrange.